But du jeu. Dans ce jeu, les joueurs incarnent nanana, tutut, chacun son tour, tananana, touglalou, galou, s'empare de jetons, ninanana, baba, tsum tsum. Premier joueur, la la li la la. Qu'est-ce que tu es en train de dire là? On comprend rien du tout. C'est quoi? Ben, c'est des règles du jeu. Premier joueur, la 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 la, pam pam pam, pim pam poum, zagazi gazi gazou, nanana, une carte, ninaner, zoom zalou zalou, zazadideré deradi. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo du vendredi. Je suis peut-être tout rouge parce qu'en fait on vient de se taper une espèce de crise de faux rire. Je pense que c'est pas le sketch d'intro le plus drôle qu'on ait fait, mais moi, voir des gens qui font zigazigazou tigadigadu, ça me fait juste mourir de rire. Bref, cette vidéo commence, nous avons les petites infos de début comme d'habitude. Vous trouverez un focus en fin de vidéo sur Fog of Love. Autre petite information, nous avons eu un petit souci informatique. On a des petits soucis informatiques en ce moment parce qu'on est en train d'installer des choses. Notamment, on a perdu certaines réservations. Donc si un des jeux que vous attendiez est sorti et qu'on ne vous en a pas informé, contactez-nous, passez-nous un coup de fil et on va essayer de régler ça. Voilà donc pour les petites infos, on va pouvoir commencer cette vidéo avec Space Aztecs des Lumberjacks que nous venons de réceptionner, un jeu de Romaric Gallonnier, un auteur toulousain me semble-t-il, qui est derrière un certain nombre de jeux, notamment des petits jeux de cartes, des petits jeux d'ambiance, il y a du ARG, il y a du Profiler et bien d'autres. Dans Space Aztecs, alors déjà on a un thème complètement loufoque, moi j'adore le thème, il me fait bien rire. C'est la période des Aztèques, mais le saviez-vous, les Aztèques fricotaient un peu avec les aliens, donc il y a des aliens qui viennent pour enlever des gens, et il y a des voyageurs temporels qui vont essayer de régler un peu tout ça. Voilà, alors la thématique c'est n'importe quoi, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, mais c'est fun. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien c'est un jeu où on va faire des points, il va y avoir ici différents paquets de cartes, il va y avoir un premier joueur qui possède cet énorme jeton. Le premier joueur va prendre le paquet de cartes de son choix, donc admettons c'est moi, je vais prendre celui-ci, puis dans le sens des aiguilles d'une montre, les autres joueurs vont pouvoir prendre un paquet de cartes chacun. Dans ce paquet de cartes que je vais pouvoir consulter à ma guise, je vais choisir une carte que je vais mettre devant moi. Je vais annoncer l'heure ici, c'est une sorte d'initiative en fait. Plus vous êtes tôt dans la journée, c'est pas plus vous êtes tôt dans la journée. Si vous êtes le joueur qui est plus tôt dans la journée, vous allez pouvoir récupérer le jeton premier joueur tout simplement. Puis ensuite on va révéler nos cartes dans le sens des aiguilles d'une montre. Votre carte peut avoir différents effets. Ça peut être des citoyens, donc comme par exemple voilà, les villageois ou les dindons. Et ils vous font gagner des points bruts. Il y a du maïs comme ceci, le joueur qui aura le moins de maïs, ou les joueurs qui auront le moins de maïs en cas d'égalité, auront un petit malus de points. Donc eux ils font des points bruts, c'est pas des gros points, mais à ne pas oublier parce qu'il y a le maïs. Vous allez avoir, je vais essayer par les simples, vous allez avoir les soucoupes. Les soucoupes viennent pour enlever des personnages. Si j'ai choisi une soucoupe et que je la dévoile, ici elle a un fond jaune, je vais pouvoir enlever un personnage jaune. Alors j'ai cherché un personnage jaune, mais en fait c'était une autre soucoupe. Croyez-moi, il y a d'autres personnages jaunes par ici. On va avoir également des codex comme ceci. C'est des conditions de scoring. C'est marqué dessus, c'est simple, il suffit de suivre. C'est vraiment simple comme tout. Et pour terminer, il va y avoir des temples. Alors je vais fouiller ailleurs, voir si j'arrive à trouver un temple. Ah voilà, je savais bien qu'il me manquait des informations. J'avais préparé en fait le petit tas de présentation de la vidéo et j'ai pas pris le bon. Donc les codex, les personnages. Vous voyez, il y a certains personnages comme ceci donc, qui vont vous faire gagner des points en faisant des collections. Attention, c'est exponentiel, ça fait mal. Les temples vont protéger les personnages de la même couleur. Donc j'ai joué mon guerrier aigle, j'ai pas envie qu'une soucoupe, notamment une soucoupe jaune, l'enlève. Au tour suivant, je peux retourner sur ce paquet de cartes parce que je sais qu'à l'intérieur il y a un temple. Je vais jouer le temple et là tous les personnages jaunes vont venir dans le temple. Attention, si derrière je joue un autre personnage jaune, il ne pourra pas rentrer dans le temple. Il y a un ordre de résolution. Bien sûr. Et vous allez avoir des personnages comme ceux-ci qui sont les voyageurs temporels qui vont protéger l'autre personnage. Comme ça ils vont pas se faire enlever par les soucoupes tout simplement. Chaque personnage va avoir des petits pouvoirs, vous allez avoir comme ceci d'autres voyageurs temporels que sont les archivistes qui vous font gagner des points et s'ils arrivent à aller dans un temple comme ils enlèvent, on dirait qu'ils volent un peu des artefacts, hein, très honnêtement. Eux, s'ils sont dans un temple, ça fait des points supplémentaires. Tout simplement, en gros, vous allez faire votre petite collection de cartes en faisant en sorte qu'elle vous rapporte le plus de points possible. L'intérêt du jeu vient que les paquets de cartes, très rapidement, on va les connaître. Donc vous aurez un peu le choix. Est-ce que je retourne dans un paquet de cartes que je connais et je vais aller le vider, mais je me crois très malin et en fait, dans les paquets de cartes restants, là où vont aller piocher les autres joueurs, il y a des choses beaucoup plus intéressantes. Ou alors, je vais aller un petit peu explorer au risque de tomber sur des choses un petit peu au hasard et pas tomber sur des choses qui pourraient m'intéresser. Bref, voilà, la stratégie se trouve là. Ah oui, je ne l'ai pas dit. Hop là,
C'est un jeu illustré par Maxime Morin. Maxime Morin qui est en grande forme cette année et qui nous sert là aussi un thème, une direction artistique bien décalée qui sert tout à fait le jeu. Voilà donc pour Space Aztec, on est sur un petit jeu d'apéro, on est sur un petit jeu de cartes familial, pas prise de tête. Là par contre on va passer au jeu un peu plus gros puisqu'on va passer au rayon jeu de stratégie. Et donc on va commencer avec celui-ci, Endless Winter. Alors moi je n'avais pas trop suivi, mais apparemment il a fait un crowdfunding de folie ce jeu. Et le voici donc en boutique, donc illustré par The Miko. L'auteur c'est Stan Kordonski. Je crois que c'est la personne derrière les Dice Hospitals. Ok, je dis les parce que y a moult extensions et boîtes. Oui. Paléo américain, voilà, tout est sur la boîte, vous avez déjà deviné le thème, c'est le paléo, donc il fait froid, il y a des animaux qui veulent nous manger, nous on veut manger certains animaux, mais ils vont pas se laisser faire, on va essayer de bâtir notre avenir. Paléo américain, donc là ça se passe aux États-Unis, mais avant les États-Unis, enfin aux États-Unis pas forcément, en fait, en Amérique du Nord plus précisément. D'accord. Voilà pour la thématique. Alors c'est un jeu qui est assez costaud, assez complexe, avec pas mal de petites mécaniques qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. En gros, vous allez avoir votre plateau individuel comme ceci, vous allez avoir des petits éléments, soit de campement que vous allez mettre sur le plateau exploration ici, que vous allez pouvoir transformer en village que nous voyons ici, soit de petits monolithes qu'on va pouvoir poser sur ce plateau-là, mais surtout, nous allons avoir un paquet de cartes, puisque c'est un jeu de cartes, c'est un jeu de deck building, on va avoir tous le même paquet de cartes, à quelques exceptions près, puisqu'en début de partie vous allez tirer une carte qui va vous donner une petite asymétrie, qui vous dit bah voilà, vous commencez avec telle carte en plus, telle ressource en plus. Vous avez possiblement déjà chassé certains animaux. Et donc à mon tour, je vais pouvoir jouer soit des cartes de culture, soit des cartes qui vont me donner des petites actions. Je peux en jouer plein en fait. Soit je vais pouvoir poser un personnage. On a des ouvriers classiques, mais on a aussi des personnages comme ceci que sont voilà, les ouvriers classiques, les voici. Et ensuite vous avez vos chefs. Et vos chefs font des pouvoirs plus sympas. Quand vous allez poser un personnage, ça va être sur ce plateau-là. C'est le plateau où on va aller faire les actions de pose. Il y a 4 emplacements. Quand je me pose sur un des emplacements, on voit qu'il y a 2 lignes, puis un espèce de gros dessin comme ceci. Et ben on va mettre le personnage sur la première ligne, on va faire là où les actions comme indiqué, qui en général vous demandent des ressources, mais peuvent aussi produire, transformer des ressources, comme dans la plupart des jeux de gestion de ressources. On le descend ensuite d'une case, il fait la deuxième action, puis s'il n'y a personne à cet emplacement là, on le descend sur la 3e case, donc avec la grosse illustration, c'est une action bonus, en gros, et voilà, une fois que vous y êtes mis, bah, les autres joueurs ne pourront pas en bénéficier, donc premier arrivé, premier servi, et vous allez voir par la suite que c'est important. Je ne rentre pas dans les détails des actions, mais elles sont liées aux différentes zones de jeu que je vais vous montrer. Donc le plateau exploration, vous vous en doutez, nous allons explorer, nous allons construire, nous allons récupérer divers bonus. Nous allons ici, le plateau dans lequel nous allons construire des monolithes. Donc il y a des petites tuiles comme ceci qui sont neutres, il y en a aux couleurs des différents joueurs. Vous allez les poser en essayant de faire des petits agencements pour aller récupérer à nouveau, bah, vous en doutez, des petits bonus, des ressources. Vous allez pouvoir sur ce plateau chasser. Chasser, ça vous rapporte immédiatement des ressources, ça va vous permettre de gagner des points soit en immédiat, soit en fin de partie en faisant des collections d'animaux. Vous allez pouvoir récupérer des nouvelles cartes, d'où le côté deck building, et vous allez pouvoir vous séparer de certaines cartes. Dans ce jeu, on appelle enterrer, donc en gros, vous allez enterrer des cartes. C'est très classique dans les jeux de deck building, évidemment, on en élève les cartes qui sont les moins efficaces à notre goût, qui ne vont pas dans le sens de notre stratégie, pour avoir plus de chances de piocher les cartes qui nous intéressent. Et le dernier plateau ici, que je trouve très original, je le trouve assez malin, donc en gros, ce sont 2 pistes de progression, ce sont des sacrifices, et donc vous allez monter dans chacune des pistes de progression avec votre meeple de votre couleur. À gauche, c'est un multiplicateur de points pour la fin de partie vis-à-vis des ressources qu'il vous reste. Donc, si vous montez ici, ça va être très intéressant de thésauriser vos ressources. Donc c'est du gros sacrifice parce que ces ressources, vous allez vraiment en avoir besoin. C'est le paléo, c'est la survie. Mais si vous avez réussi à faire des sacrifices, en fait, hein, donc à prouver au jeu, à prouver au dieu même que vous êtes à l'aise, vous allez gagner des multiplicateurs, et à droite, de la même manière, vous allez monter pour gagner des multiplicateurs en fin de partie, mais là c'est vis-à-vis des cartes que vous avez enterrées, donc vous serez récompensé pour avoir épuré votre deck, sachant qu'épurer votre deck en soi c'est déjà cool. Faut-il être monté ici, et faut-il avoir sacrifié des actions pour y monter? Je pense que je vous ai donné un bon aperçu de Endless Winter. S'il y a quand même 2-3 autres petits détails à dire, les fameuses cartes de culture, je vous ai dit on peut en jouer plein, ouais ça a l'air génial comme ça, à part qu'en fait si vous les gardez pour le tour suivant,
eh bien c'est pas un jeu où on va, comme dans la plupart des deck building, refaire sa main à X cartes, refaire sa main à 5 ou à 6 ou à 7. Non, en fait, à chaque début de manche, vous allez piocher 5 nouvelles cartes. Donc si vous avez gardé des cartes, bah finalement vous les gardez vraiment pour le tour suivant parce que vous allez en piocher 5 nouvelles, donc vous aurez plus d'options, plus d'actions, et en plus de ça, suivant les cartes que vous avez gagnées, vous allez également avoir des bonus de début de manche, et vous allez pouvoir gagner de l'initiative, donc être premier joueur, donc vous positionner aux emplacements qui bloquent les autres joueurs et qui vous permettent d'avoir des options un peu plus sympas. Ça donne envie Endless Winter quand même. Moi j'en suis très curieux, je trouve que ces petites mécaniques imbriquées les unes dans les autres, c'est toujours quelque chose qui marche bien quand c'est bien fait, et ça m'a l'air rudement bien fait. Donc voilà Endless Winter, paléo-américain de Stan Kordonski et illustré par Demico. Juste à gauche, ici, nous avons Encyclopédia de chez Synapse et Holy Grail. C'est un jeu de Eric Dubuz et Olivier Mélisson, les personnes derrière Muséum et Domination. Donc apparemment ce sont des auteurs qui bossent ensemble. Hop, d'autres boîtes, c'est bien pratique. Un jeu donc, c'est bien le temps de jeu. Alors j'ai pas précisé, Endless Winter, on est sur du 2h30 je pense, hein, 2h30. Ici, ils disent 25 minutes par personne, ça me semble honnête. Bien sûr, comme toujours dans les premières parties, un petit peu plus longtemps. On est sur du bon vieux expert là aussi, hein. La thématique, donc, c'est une thématique qui concerne le comte de Buffon. C'est quelqu'un au XVIIIe siècle qui a rédigé une encyclopédie, donc un petit peu les prémices de l'histoire naturelle, c'est-à-dire envoyer des gens de par le monde pour aller observer les animaux. Alors je pense qu'à l'époque, il se consentait pas de les observer. Je pense qu'il les capturait, qu'il les mettait un petit peu dans des cages et qu'il les trimballait dans le monde. Bon, ce n'est pas ce dont on parle dans ce jeu-là. Ici, on est sur le côté cool de tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant tout de même parce que ce sont un peu les premiers biologistes. C'est voilà, des prémices de la science moderne. Donc, nous allons jouer ces scientifiques qui vont créer des expéditions de par le monde pour aller observer des animaux. Voilà en gros. C'est un jeu qui est assez complexe, je vais essayer de vous l'expliquer de la meilleure manière possible. Nous avons 6 manches comme ceci. Certaines manches vont vous déclencher des petits effets bonus un peu surprise. En début de chaque manche, vous allez recevoir des dés qui sont tirés dans un sac de dés. Ces dés sont de différentes couleurs, sont des dés à 6 faces classiques, vous allez les jeter, et les dés qui vous ont été alloués, donc vous en avez 4, vous allez les placer sur votre plateau. Ils peuvent être plus ou moins intéressants, ça génère un petit peu de hasard, mais il y a... comment dire, n'ayez pas peur en termes d'équilibrage, puisqu'en fait, c'est pas uniquement vos dés, parce que vous allez pouvoir piocher les dés des autres joueurs. Si vous piochez les dés des autres joueurs, ça va faire gagner les bonus indiqués sur le plateau aux joueurs à qui vous prenez les dés. Inversement, si des joueurs viennent vous piocher vos dés, ça vous donne des bonus, dés qui vont vous permettre de faire les actions. Alors on va faire le plateau de haut en bas. Nous avons ici la possibilité de poser des dés pour aller récupérer de l'exploration, c'est des petits bonus, et ici des pièces, c'est également très utile dans le jeu, et le moyen de récupérer le premier joueur. Ça c'est un peu les actions génériques. Nous allons avoir en première action principale ici la possibilité de recruter des, je sais plus comment ils s'appellent, en gros vous allez recruter des scientifiques qui vont bosser avec vous. Donc là ce sont des personnages, il y a uniquement leur nom, parce que ce qui est important, en fait c'est le pouvoir qui va être en dessous. Vous allez les poser sur votre plateau, il n'y a que 4 emplacements, si vous en recrutez plus que 4, vous allez recouvrir les anciens. Il vous donne des pouvoirs qui se déclenchent à certaines conditions, à certains moments du jeu, bien précis. Il vous donne des gains immédiats parfois, ou alors des conditions de fin de partie. Attention, quand vous recouvrez un personnage, il ne sert plus à rien. Donc si vous prenez, comme moi, quand j'ai joué, un personnage qui vous donne des bonus de fin de partie au tout début, il va être recouvert, il aura servi à rien. Oui, et ça on s'en rend compte que lorsqu'on compte le score. Ou quand on le recouvre en se disant, ah mince. Nous allons ici pouvoir poser des dés, alors oui, quand même, important. Suivant la couleur du dé que vous jouez, quand vous prenez un personnage ici, s'il est de la même couleur, vous gagnez un petit bonus. Et souvent, on va le voir ça dans le jeu. Ici, vous allez donc pouvoir récupérer des animaux. Là, la couleur du dé sera nécessaire. C'est-à-dire que si je veux ce personnage, cet animal c'est un petit castor, qui est rouge, il faudra que je dépense un dé rouge, forcément. Suivant la valeur du dé, en plus de ça, on va gagner des petites étoiles. Les petites étoiles, ça nous fait gagner des bonus sur notre plateau. Je vais donc pouvoir récupérer un animal lorsque je pose un dé, animal que je vais mettre devant moi. Ici, je vais pouvoir poser des dés, il faut qu'ils soient de la bonne couleur à nouveau. Suivant la valeur du dé, je vais pouvoir dépenser plus ou moins de points qui vont m'être alloués. À quoi vont servir ces points? Eh bien vous voyez que sur les animaux, ici il y a des emplacements, ça va me servir à poser des petits cubes en bois que vous voyez ici. Et en gros, vous étudiez cet animal. Là vraiment, vous avez trouvé l'animal, ici, et vous allez passer à l'étude. Vous allez déterminer le type de climat dans lequel on trouve cet animal. Vous allez trouver ce qu'il mange. Quel type d'animal est-il? Est-ce que c'est un mammifère? Est-ce que c'est un oiseau? Etc. Et le dernier critère, c'est son milieu. Est-ce que c'est aquatique? Est-ce que c'est plutôt arboricole, enfin dans la forêt, ou c'est plutôt la savane, les prairies, etc.
vous allez les observer. Pourquoi? Parce que la dernière action possible, quand vous allez poser vos dés ici, ça va être de valider vos observations. Alors là, attention, c'est délicat. C'est un peu le truc compliqué du jeu, mais en même temps, c'est assez plaisant quand on le fait. Vous allez sélectionner un animal, de préférence celui sur lequel vous avez bien garni le cube, et ça va être votre animal de référence. Donc, apparemment, admettons, c'est cet oiseau ici. Eh bien, c'est un climat pluvieux, plutôt dans des milieux océaniques, donc apparemment, c'est un oiseau d'eau. Il est omnivore. Et c'est un oiseau quand même, parce qu'on a beau être scientifique, il faut en être certain. Oui. La méthode scientifique, c'est très important. Et donc, tout autre animal qui va avoir les mêmes symboles va pouvoir être validé. Donc en gros, vous allez les défausser, vous allez les mettre de côté. Tous ceux qui avaient des cubes, vous allez récupérer les cubes, vous allez placer les cubes ici, ça va vous faire gagner des points. Ces animaux, s'ils sont de la même couleur que l'animal référence, vous allez les mettre dans une zone de scoring où ils vont faire des points également selon des séries en fait, de couleurs. Par contre, s'ils ne sont pas de la même couleur, ils sont défaussés. Donc, tant qu'à faire, on va essayer de favoriser une couleur qui correspond à l'un des continents. Voilà pour Encyclopédia, ouais ça va, je suis pas trop rentré dans les détails et c'est tant mieux. Si, au tout début je vous ai dit on pouvait récupérer des petits jetons comme ça de bonus d'exploration. À quoi ça sert? Soit ça augmente vos capacités de recherche comme ceci, donc ça vous permettra de placer plus facilement des cubes, soit ça vous permet de changer la couleur des dés. Comme ça on n'est jamais vraiment coincé. L'autre ressource du jeu c'est les pièces, je vous l'ai dit aussi au tout début, il y a une action qui permet de récupérer des pièces. On peut en récupérer plein de moyens d'ailleurs, des pièces et des explorations, et ça vous permet d'augmenter la valeur d'un dé. Si bien que, si vous avez un 1 bleu et qui vous fait un 6 rouge, si vous êtes bien débrouillé, c'est jouable, vous pouvez le transformer de couleur et de valeur. Voilà pour Encyclopédia de Eric Dubus et Olivier Mélisson. Je te passe la main, Alex. Bonjour, bon joueur, bonsoir, bon joueur, bonne joueuse. Est-ce que vous connaissez Age of Empires sur PC? Oui, ce peu que j'y ai passé plus de 1000 heures dans mon enfance, oui, c'est possible. Et c'est normal, mais c'est pas ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de Tiletum, ce qui n'a absolument rien à voir avec Age of Empires. Je vous ferai la référence avec un autre jeu qui je crois que je vois où tu veux en venir. Juste après, ouais. Ici, Tiletum, c'est encore un jeu dans la gamme des T, de Tikal, de Tulku, il y a plein de Teotihuacan, il y a plein de jeux avec des T. Effectivement, les jeux en T. Voilà, de David Turkzy et Jérémy Avery. Et également ici, là, vous avez Daniel Taschini et Simon Luciani. Ils sont plusieurs à travailler dessus. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, c'est à partir de 14 ans. C'est des parties, alors ils mettent 60-100 minutes. Alors moi j'y ai joué à 4, c'était bien 2 heures, effectivement, 2 heures avec des joueurs qui avaient quand même l'habitude de jouer. Dans Tiletum, alors la thématique, je vous la fais pas forcément sur des jeux comme ça avec des teintes de marron, c'est pas forcément ce qui ressort le plus, même si je pense que c'est l'un des jeux les plus thématisés, on va dire, de la gamme d'été. Ok. Où là en fait vous avez, en gros on est en plus ou moins des marchands, on gère une sorte de guilde marchand et on essaye d'aller dans des villes où il va y avoir des marchés, donc notamment Tiletum à l'époque, donc je sais pas en quelle année, je n'ai plus retenu l'année ça se passait, parce que Tiletum maintenant je crois pas que ça existe, mais à l'époque en fait c'était une zone assez revendiquée par les marchands en fait, et on arrivait, il y avait des marchés, les gens faisaient du marché. Là l'idée c'est qu'en fait il y aura, au-dessus du plateau vous avez 4 tuiles qui sont placées aléatoirement et qui vous disent sur quoi en fait vont être marqués les points et dans quelle ville surtout. C'est ça qui est hyper important parce que sans présence de vous dans la ville, vous ne scorez pas sur le scoring indiqué. Tiletum, comment ça va se passer? Vous avez chacun un petit plateau personnel sur lequel il y aura des petites maisons que vous allez essayer de construire et de remplir au mieux. Vous allez également avoir des colonnes qui vont être intéressantes pour marquer aussi des points de victoire que vous aurez débloqués avec votre architecte. Mais ce qui est très important dans Tiletum, c'est le plateau principal sur lequel on va avoir, on va dire, 4 zones importantes. Le plateau principal où il y a différentes constructions qu'on va pouvoir faire et différents emplacements à aller pour marquer les points de victoire comme je le disais. Ici, la roue d'action qui est extrêmement importante et ce sera ça le plus gros des explications. Ici, vous avez 2 petites pistes, une pour récupérer des personnages que vous allez mettre dans vos maisons, qui vous octroient des petits pouvoirs particuliers, et en dessous des sortes de commandes à réaliser, donc un peu comme des objectifs. Et la dernière piste ici, c'est une piste sur laquelle vous allez pouvoir progresser, et c'est important parce que le jeu va un peu vous pousser à reculer, donc si vous n'avancez pas, vous perdez des points au lieu d'en gagner. Donc ça c'est hyper important, et en plus de ça, ça détermine l'ordre du prochain tour. Donc c'est un jeu qui va durer en gros 4 phases, les 4 grandes phases sont marquées ici par les grandes villes qu'on va essayer de visiter. À chaque fin de phase, il y a toujours un scoring qui est fait, et chaque phase est composée en gros de 3 tours, et à chaque tour, qu'est-ce que je fais? Je récupère un des dés qui est présent sur la piste, donc on voit ici en fait, c'est très bien récapitulé. Je récupère un dé. En fonction de sa valeur, ça va m'octroyer un certain nombre d'actions.
Et ça me permet aussi de gagner un certain nombre de ressources. Alors les ressources sont symbolisées par les couleurs de dés. Si je prends un dé bleu, je vais gagner de la laine. Si je prends du gris, je gagne du fer. Si je prends du jaune, je gagne de l'or. Si je prends du rouge, je gagne de la bouffe. Bref, grand classique. Et je prends toujours le nombre indiqué par le dé. Donc ça c'est simple. Là je prends 5 jaunes, bah, je prends 5 d'or, tout simplement. Quand je récupère ce dé-là, il y a également un jeton bonus qui est associé que je peux prendre, je ne suis pas obligé de le faire, sachant que mon plateau est limité à 4 jetons. Donc si jamais j'en ai déjà 4, je ne peux pas le prendre le bonus. Donc faites attention à ça. Mais je suis pas obligé de le prendre, même si en général quand on est premier arrivé, premier servi, on le prend. En récupérant du coup cette petite action bonus que je fais immédiatement, ou plus tard si je le souhaite, je vais également faire l'action principale qui est toujours associée à une zone en particulier. Là par exemple je prends le 5 jaune, je suis dans ce petit, on va dire, ce petit fromage là de la roue. Et du coup, en prenant la valeur 5, en fait, il y a toujours un ratio par rapport à 7. C'est-à-dire que si je prends un dé de valeur 1, j'aurai 6 actions dans cette zone-là. Si je prends un dé de valeur 2, j'aurai du coup 5 actions. Si je prends un dé de valeur 3, 4 actions. Toujours par rapport à 7. Donc, je rappelle, le dé des valeurs et couleurs, c'est pour savoir quelles ressources vous prenez et en combien d'exemplaires. Et ensuite, où vous prenez le dé, ça vous indique le nombre d'actions que vous aurez dans cet encart-là. Donc là, par exemple, j'ai 2 actions sur la piste de personnage. Et avec 2 actions, bah, je peux faire plus ou moins ce qui est marqué. C'est là où je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chaque piste vous indique combien d'actions ça va coûter, etc. Ce qui est très important dans les actions, il y en a 6 différentes, enfin en gros 5 et une qui est joker. La première action, ça va être de déplacer votre caravane. Vous avez une petite caravane que vous déplacez et en fonction de où vous allez pouvoir récupérer les tuiles qui sont sur le plateau. Autre possibilité, c'est de déplacer votre architecte qui vous permet de construire des colonnes. Les colonnes, c'est intéressant parce que quand vous construisez une colonne dans une ville, ça indique que vous êtes en droit de construire ou de participer à la construction d'une cathédrale présente dans cette ville-là. Donc sans colonne, pas de construction. Donc déplacez votre architecte, placez une colonne, puis ensuite vous pourrez construire. L'autre action possible, ça va être de récupérer des marchandises, donc en gros des objectifs de livraison à faire avec des ressources. L'autre action possible, du coup, c'est de récupérer des personnages. Et la dernière action, parce que je n'explique pas l'action de Joker, la dernière action, c'est de progresser sur cette piste-là. Comment dire, Tiletum, c'est extrêmement chargé en termes d'informations, parce qu'il y a, comme je vous disais, 5 actions déjà à retenir. Dans ces 5 actions-là, vous avez plein de manières de dépenser les actions. Ce qu'il faut comprendre, ce qui est important, c'est le marquage des points par fin de phase. Parce qu'en gros, quand vous aurez récupéré vos 3D, vous regardez la ville correspondante. Par exemple, ça va être, tiens, je prends exemple Bordeaux. À Bordeaux, il va y avoir un marché qui dit que vous allez gagner 1 point de victoire par blason que vous aurez récupéré, parce qu'on peut récupérer des blasons pendant la partie. Si j'ai 3 blasons, et que je suis présent à Bordeaux avec soit ma charrette, soit que j'y ai construit une maison, je peux participer au scoring. En revanche, si je n'ai ni ma charrette ni de maison et que j'ai 4 blasons, ben, j'ai rien du tout parce que je ne suis pas présent à Bordeaux au moment où le marché a lieu. Voilà, donc ça c'est vraiment très important en termes de timing parce qu'en fait des fois vous avez la condition mais vous n'êtes pas présent, parfois vous êtes présent, vous n'avez pas les conditions et vous essayez comme ça un petit peu de courir et de rattraper les autres joueurs qui eux ont posé des colonnes parce qu'ils préparent la dernière phase où celui qui aura le plus de colonnes va marquer des points. Donc voilà, c'est vraiment un jeu au final très accessible dans sa mécanique. Je prends un dé, je prends les ressources et je fais l'action. Mais quel dé je vais prendre? Parce que je vous rappelle que le ratio de 7 est très important. Je prends un dé à 5, c'est-à-dire que j'ai que 2 actions, ce qui est très peu. Je prends un dé à 6, j'ai plein de ressources, mais j'ai pas d'action, j'en ai qu'une. Donc c'est pas ouf. Donc ça c'est intéressant, le dilemme de se dire quelle est la valeur de dé la plus intéressante, sachant que quand on va récupérer des bonus, il y a des bonus qui nous permettent justement de changer ou d'additionner de plus 1, plus 2 ou plus 3 une valeur à votre valeur de dé de base. Donc parfois vous serez intéressé vers la fin de la partie à récupérer les plus petites valeurs. Ok. Tiletum pour moi c'est vraiment un excellent jeu expert. Je me demande même si potentiellement il ne pourrait pas être nommé à l'As d'or en catégorie expert parce qu'en fait, il renouvelle pas grand chose dans sa mécanique, mais par contre ça, dans votre cerveau, ça joue beaucoup. Ça faisait vraiment une sensation une très bonne réflexion, en fait, très plaisante dans un jeu expert. Donc je l'espère. J'aimerais beaucoup au moins une nomination. Est-ce qu'il l'aura? Tu veux dire que par exemple, il serait peut-être aux côtés de Ark Nova, par exemple? Aux côtés d'Ark Nova, et aussi, je l'espère, parce que pour l'instant, je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'engouement sur ce jeu-là, mais Galileo Project, c'est incroyable comme jeu. Je suis 100% d'accord. C'est oufissime. Selon vous, quels sont les jeux nommés en 2023? Mettez-le en commentaire. Pas mal comme question. Hop, on continue encore sur du jeu expert. Et justement, je renvoie à ma petite blague tout à l'heure où je parlais de Age of Empires. Bah ça y est, en fait, on l'attendait, nous. On se dit, mais il n'y a pas un jeu de civilisation en mode temps réel? Eh bah si. Time of Empires, c'est un jeu de David Simian et Pierre Voyer. C'est illustré par Gaël Lamurien. On est sur un jeu assez particulier, déjà par son matériel un petit peu, parce que là, on va jouer avec des sabliers. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on joue en temps réel.
Alors c'est un peu particulier parce qu'en fait en général on le compare un petit peu à un 4X en fait, donc il y aura de l'exploration, de l'extermination, etc. La construction de bâtiments dans tous les sens. Et en fait l'idée c'est que vous allez placer un de vos deux sabliers à chaque fois pour déterminer les actions sur le plateau joueur. Et ce faisant, en fait, vous allez directement faire l'action. Sauf que tout le monde joue simultanément. Donc les conquêtes ne seront pas aussi simples, la construction de bâtiments ne sera pas aussi simple, la gestion de votre empire ne sera pas aussi simple. L'idée c'est quoi? C'est qu'en général, quand vous allez jouer à Time of Empire, il vous faudra une application à télécharger. Parce que cette application, elle va gérer un petit peu tout ce qui est, on va dire, l'ensemble de la partie du jeu qui est divisée en différentes phases. En gros, il y a 3 âges qu'on va jouer, et chaque âge que vous jouez est divisé lui-même en 3 phases. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'application, toutes les 3 minutes, puisqu'un âge se joue en 9 minutes, donc quand vous en avez 3, techniquement, vous faites une partie en 3 x 27, donc en une demi-heure, même si entre-temps, il y aura des petites réflexions à faire. C'est que, comme je disais, chaque âge dure 9 minutes, et toutes les 3 minutes, il y a une petite sonnette qui va vous dire, il y a une naissance, en gros, et vous mettez un petit pion à vous ici. Ça, c'est juste le petit détail pour vous marquer le temps de jeu. Lorsque vous commencez un âge et que vous commencez du coup votre tour, simultanément chaque joueur pose un de ses sabliers sur l'une de ses actions. Alors les actions, je ne rentre pas beaucoup dans le détail, mais quand même pour les expliquer, il y a des actions principales ici qui vous servent notamment à récupérer soit des idées, soit des briques qui permettent en fait, qui sont des ressources et que vous allez utiliser pour construire des bâtiments, voire notamment construire des merveilles qui font des points de victoire. C'est une sorte de condition de points de victoire et celui qui en plus participe le plus va gagner plus de points que les autres. L'idée c'est quoi? C'est qu'en fait je vais générer de base une idée et une brique, mais plus je construis les bâtiments qui cachent des symboles, plus je vais générer en fait de ressources. On le voit ici, par exemple les briques, le joueur a construit beaucoup de bâtiments de ce type-là, et donc quand je construis des bâtiments, je les enlève toujours de gauche à droite, du haut en bas, ce qui fait que je révèle de plus en plus de briques. Et donc quand je ferai l'action de briques, au début ça ne me rapporte que 1, mais là quand je la ferai, ça me rapportera 3 briques d'un coup. Et donc tout ça vous le faites en même temps que les autres joueurs jouent. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand vous allez tenter des actions plutôt de déplacement pour déplacer vos clans, essayer de vous étendre sur le plateau, parce que ça peut avoir un impact dans les points de victoire, parce que détruire des bâtiments adverses, ça vous fait des points de victoire. 3 par bâtiment détruit, c'est rappelé ici. Et du coup, quand vous vous déplacez, c'est notamment pour vous étendre et essayer de remplir des conditions de points de victoire, mais aussi pour construire des bâtiments qui vous vont générer plus de ressources. Forcément, le plateau, il est toujours disposé différemment en fonction du nombre de joueurs, et donc forcément, on va avoir envie de s'étendre plus facilement, mais l'autre joueur aussi, et donc du coup, au bout d'un moment, on va se taper dessus. Ce qui se passe sur cette action-là qui est très importante, c'est notamment l'innovation en fait. Enfin, c'est les innovations. Quand vous allez placer ici, vous allez pouvoir en fait jouer des cartes de votre main. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des petits plateaux ici et là. Donc là, c'est pour construire les merveilles. Donc, vous voyez là les joueurs, le joueur rouge par exemple, il a fait 2 fois l'action de participer à la construction de cette merveille-là. Donc il est majoritaire sur le bleu. Le bleu a aussi participé, mais entre les deux, voilà, il marquera moins de points pour l'instant. Ici, on a notamment des leaders qu'on va pouvoir récupérer. Alors les leaders aussi vous donnent un peu des sortes de conditions particulières aussi pour marquer des points de victoire, mais aussi quand vous vous placez à différents endroits, ils vous donnent aussi des bonus d'action. Notamment, ce qui est intéressant, c'est que sur l'un des plateaux, on va dire, communs à tous les joueurs, autres que les merveilles et les leaders, vous avez des paquets de cartes qui correspondent aux âges. Donc vous avez l'âge 1, l'âge 2, l'âge 3. Et c'est là où on va avoir un aspect deck building, parce qu'au début de la partie, on commence avec des cartes découvertes en main qui sont plus ou moins les mêmes entre les joueurs. Et au fur et à mesure, on va deck builder un peu son jeu, on va aller chercher des cartes dans l'âge 1 qui nous permettent d'optimiser les différentes actions qu'on a ici. Donc je ne rentre pas trop dans le détail parce qu'en fait c'est difficile d'expliquer un jeu puisqu'il se joue en simultané, mais l'idée c'est qu'il faut bien comprendre que vous avez 3 phases de jeu qui sont chacune divisées en 3 phases également, donc on va dire qu'il y a 3 âges divisés en 3 phases. Chacune va un peu se rythmer avec cette petite sonnette là qui fait apparaître en gros des érudits qui vous font marquer des points de victoire mais que vous pouvez également utiliser un petit peu sous forme de clan. Donc il faut essayer de gérer en fait les pions clans qu'on va mettre sur le plateau et les pions d'érudits qu'on va essayer de garder pour soi qui peuvent nous être rentables à chaque fin d'âge en fait. Voilà, donc une espèce de soupe de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire en 4X, mais amené avec un aspect simultané qui fait que du coup vos parties vont être un peu plus tendues, beaucoup plus denses, parce qu'en fait vous êtes occupé à regarder votre plateau, vous dites ok, moi je vais mettre un clan ici, ah d'accord, donc toi t'es déjà là, ok, donc c'est chaud, donc je vais quand même le faire, mais du coup il faut que je prévoie de refaire un autre clan plus tard, donc du coup il faut que d'abord je fasse cette action, et pendant ce temps-là les autres joueurs jouent aussi. Donc ce tempo-là renouvelle complètement le type de jeu qu'on a habituellement dans les jeux de conquête, parce qu'en fait habituellement c'est tour par tour et puis du coup on voit ce que fait l'autre, ouais. Donc du coup on peut facilement anticiper, on dit lui il va aller là, puis de toute façon je vais le contrer ici parce que j'ai prévu 3 tours à l'avance, mais là compliqué d'anticiper ce qui est en simultané en gros. Donc voilà pour Time of Empire, j'espère que je vous ai donné envie. Moi c'est un jeu que je vais jouer notamment. Je suis super chaud. J'y jouerai la semaine prochaine, donc si jamais vous cherchez plus d'infos que je vous ai donné là, la semaine prochaine à partir de mercredi, je pourrai vous en donner un peu plus parce que j'aurai joué et je pourrai notamment vous donner des sensations de jeu, c'est ça le plus important.
On va continuer non pas avec des gros jeux, mais avec un jeu qui est excellent. Là, c'est pas le jeu complet. C'est Concordia. Donc Concordia, si vous ne connaissez pas ce jeu, il faut y jouer parce que c'est juste trop bien. C'est aussi un jeu de deck building, de placement, de gestion de ressources, de réalisation d'objectifs. C'est excellent. Ici, maintenant, on a une extension, comme son nom l'indique, Solitaria. Donc c'est un jeu, on va dire que c'est une extension pour jouer seul ou à deux. Ah, d'où le Solitaria. Tout à fait. Ok, j'ai compris. Ils sont malins. Ici, en fait, c'est une extension qui va rajouter un joueur fictif, en gros. Et donc, vous allez jouer contre ce joueur-là, qui lui, en fait, va jouer en fait des cartes particulières. Juste après vous, il va jouer, il va se poser à différents endroits, il va faire des actions pour vous enquiquiner. Donc, vous pouvez y jouer seul contre lui, ou alors vous jouez à deux avec un troisième joueur fictif, tout simplement. Mais voilà, sachez que l'extension maintenant solo et à deux de Concordia est disponible à la boutique. Et c'est toi, Antoine, qui va enchaîner. Et recoucou, on continue avec les jeux de stratégie et plutôt avec les gros jeux aujourd'hui avec Sky Mines de Alexander Pfister, Viktor Kobylke. Bon, Pfister, on ne le présente plus. D'ailleurs, Sky Mines est une réédition de Mombasa. D'accord. Voilà, de Pfister. Sur Mombasa, monsieur Viktor Kobylke n'était pas. Il n'y avait pas son nom sur la boîte, en fait, tout simplement. À part qu'il avait filé un petit coup de main à monsieur Pfister. Et il se trouve que sur cette réédition, avec un rééquilibrage, ce n'est pas juste une nouvelle thématique, il y a un rééquilibrage complet du jeu et bien d'autres choses, vous allez le voir. Et bien, il a bossé avec lui de manière officielle. Et donc voilà, son nom apparaît aux côtés du maître. Tout le monde ne peut pas se le permettre. La thématique a un petit peu changé, mais nous allons retrouver le principe de base qui est le suivant. Nous sommes des investisseurs, nous allons investir dans des compagnies. Ça va nous rapporter de la monnaie, nous allons être contents, puisque nous adorons l'argent, évidemment, n'est-ce pas Alex? À part que ici, on va aller sur la Lune et que ce sont des entreprises alors je ne sais pas d'ailleurs, mais à mon avis des entreprises minières et scientifiques, puisque c'est un petit peu le cœur du jeu, vous allez voir, les ressources et la science. Et on va gagner des crypt coins, c'est la première fois que je le vois écrit. Ce sont des crypt coins, donc c'est de la monnaie du futur. Comment est-ce que ça se joue? Alors ça, attention, c'est un morceau. Mais nous avons ici déjà un plateau individuel. Nous allons avoir ici une zone de défausse et ici une zone dans laquelle nous allons programmer des actions. Nous allons avoir ici un plateau central sur lequel on voit la Lune, sur lequel vous allez pouvoir faire progresser les 4 différentes entreprises succursale par succursale. Alors les succursales sont les petits bâtiments là et on va les faire progresser de case en case. Vous allez avoir ici sur le côté votre investissement dans la dite entreprise. Vous allez avoir ici un endroit où vous allez pouvoir récupérer de nouvelles cartes. Je pense que la présentation du matériel, c'est bon. Comment est-ce que ça se joue dans les faits? Eh bien, vous allez donc programmer des actions. Une fois qu'on a programmé les actions, on va les révéler. Ces actions, donc, vous permettront de faire les différentes actions du plateau, tout simplement. Ce sont des cartes d'action par définition. Vous allez pouvoir récupérer des ressources, je ne sais plus ce que c'est, de l'hélium 3, évidemment. De l'hélium 3 que vous allez donc remplir ici, hop là, vous allez faire remplir les cuves. Plus vous allez progresser dans les cuves, plus ça va vous faire gagner des points. À un certain moment, ça va vous permettre de programmer plus de cartes, intéressant. Parmi les actions, vous allez pouvoir aussi récupérer des cartes de science. Elles sont ici, pardon. Hop là, vous allez pouvoir récupérer des cartes de science. Cartes de science que vous allez mettre sur votre plateau. Cartes de science, en gros, ce sont des recherches que vous devez transmettre. Donc vous avez récupéré les connaissances, vous devez les transmettre à la Terre. Il faudra payer des ressources pour faire progresser votre personnage, hop là, comme ceci, en serpentant, sur les différentes sciences que vous aurez récupérées. Ça vous fera gagner des ressources, essentiellement de la monnaie qui en fait. Je dis des ressources, Cryptcoin, c'est la monnaie du jeu en fait, c'est la ressource du jeu. Ok. Vous allez donc pouvoir récupérer de nouvelles cartes, vous allez pouvoir déplacer donc des succursales, enfin les déplacer, les faire avancer, puisqu'il en faut une qui va permettre de jouer la suivante, qui va permettre de jouer la suivante. D'accord. Attention, les entreprises, elles appartiennent à tout le monde. Ce n'est pas votre entreprise la rose ou votre entreprise la bleue. Vous allez pouvoir dépenser donc des ressources, mais celles qui sont sur les cartes cette fois-ci, pour investir dans chacune des entreprises. Et donc en gros, ça va être un multiplicateur de points de fin de partie, puisque plus il y aura des petits bâtiments de succursales qui auront été enlevés, plus ça va faire apparaître ici des multiplicateurs. En fait, ils sont sous les petites maisons en bois. Et plus ça va multiplier avec ce que vous avez pu faire monter ici dans la jauge, sachant que on ne peut pas cohabiter, enfin les entreprises en elles-mêmes ne peuvent pas cohabiter. Donc vous voyez ici, il y a une petite succursale jaune. Si
un joueur décide de faire progresser de encore une case l'entreprise violette, bordeaux, je sais pas trop ce que c'est cette couleur, on va dire prune, c'est pratique quand on sait pas trop, et bien hop, on va virer la jaune. Donc bon bah là vous le faites pas évidemment si vous avez bien investi dans la jaune, mais plutôt si vous avez bien investi dans la prune. Évidemment plus vous progresserez loin des rebords du plateau, plus ça va coûter cher. Donc il faudra arriver à trouver un équilibre entre tout ça. Évidemment si vous vous placez très tôt dans une entreprise, donc vous allez énormément investir, bah, les autres joueurs vont s'en rendre compte et ils vont vous allumer, ils vont tout faire pour que vous puissiez pas progresser. Si vous vous placez trop tard, bah, voilà, c'est trop tard. Le système d'action, je vous l'ai dit, donc on va préparer les cartes, ensuite on va les activer pour faire donc les différentes actions qui sont indiquées dessus, actions que je viens de vous résumer en gros. Une fois que vous les avez utilisées, ces cartes, elles vont passer dans la zone de défausse. Et en fait, là, vous allez créer des piles. Je m'explique. Au début, on peut jouer que 3 cartes. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, la science, ça vous permet aussi de jouer une carte en plus. Ouais. On pourra en jouer 5 au total. Bah oui. C'est souvent ça, hein, dans le Pfister. On avance sur des jauges et ça débloque des trucs qu'on peut faire plus tard. Si j'ai 3 cartes, une fois que j'ai fait mes actions, je vais les défausser. Et ça va donc créer 3 piles. Ou alors, ça va venir s'empiler sur d'autres cartes qui avaient été déjà empilées plus tard. Si vous avez joué 4 cartes, bah, il y aura 4 piles. Okay. Au début de chaque manche, je ne vais pouvoir récupérer qu'une seule pile pour refaire ma main. Et donc, il y aura un choix cordélien. Et donc, il faudra défausser de manière intelligente et récupérer vos cartes de manière intelligente. Parce que je vous le dis, si vous récupérez peu de cartes ou des cartes qui ne vous serviront pas pour cette manche, ça va être vraiment, vraiment difficile. Il y a un aspect un petit peu deck building, puisque là aussi, je vous l'ai dit, ici, nous allons pouvoir récupérer de nouvelles cartes d'action avec possiblement des actions un petit peu plus sympas. Donc, c'est aussi un moyen d'aller chercher des cartes qui pourraient vous intéresser. Je viens de vous dire beaucoup de choses et pourtant je suis relativement en surface, c'est assez proche de Mombasa. Si ce n'est qu'il y a eu un rééquilibrage, donc il y a désormais des modules. Donc vous avez 3 modules dans le jeu. Ce sont des petits modules un peu comme des petites extensions en fait, hein, qu'on peut rajouter pour rendre le jeu un peu plus complexe, pour varier l'expérience de jeu. On va avoir désormais un plateau double face, et bien oui, parce que tout ce que je viens de vous expliquer ici, c'est ce plateau, mais de l'autre côté, il va y avoir un système de progression de zone en zone qui n'est pas le même. Nous allons avoir un mode campagne en 4 chapitres avec pas exactement les mêmes règles, pas exactement la même mise en place. Et en plus de ça, désormais, il y a un mode solo. Donc on n'est pas juste sur ouais c'est Mombasa mais c'est dans l'espace. Derrière il y a un vrai job. Il faut savoir que Mombasa, si vous ne connaissez pas, c'est quand même un jeu relativement apprécié. Et certains disent, alors là évidemment c'est sujet à débat toujours, si vous voulez faire un petit débat surtout, vous gênez pas dans les commentaires, c'est fait pour, que c'est un des meilleurs jeux d'Alexander Pfister. Évidemment on a chacun nos goûts et ce ne sera pas le cas de tout le monde, et j'ai mis très longtemps à comprendre qu'en fait la couverture c'était le reflet dans le casque de quelqu'un. Je viens de le voir. Voilà, et je trouve qu'elle est très belle, les illustrations sont très sympas. Donc Skymine est enfin dispo, c'est du super meeple, c'est du super matos. Donc rien à voir avec Skyjo. Non. D'accord. J'espère que nous avons été clairs à ce sujet. Le jeu suivant, c'est Paper Tales. Vous dites, mais quoi, mais Paper Tales, mais c'est déjà sorti il y a des années, je connais, c'est vieillot. Non, alors déjà non, je ne vous laisserai pas dire ça, parce que c'est un super jeu de draft. Moi j'adore le draft, c'est une de mes mécaniques préférées, et entre Seven Wonders, It's a Wonderful World et Paper Tales, je dois dire que c'est vraiment des jeux qui régalent. Paper Tales revient avec une extension, dans un premier temps, on va y aller pas à pas. Cette extension donc, qui se nomme Ce qui forge les légendes, c'est une extension, bah vous allez le voir au dos de boîte, hein, je vais à peu près vous répéter ce que vous avez sous les yeux, mais il y a de nouvelles unités, ce qui est plutôt cool, parce que quand on joue à un jeu de draft, on aime bien avoir de la variété. Nous allons avoir des nouveaux bâtiments. Alors je récap quand même Paper Tales, c'est un jeu dans lequel vous allez drafter des cartes de personnages. À chaque manche, vous allez faire un petit tableau avec 2 cartes devant, 2 cartes derrière, et vous allez déclencher des guerres avec vos personnages qui sont devant, avec vos voisins. Il faut avoir plus de force qu'eux, mais vos cartes, elles sont pas là que pour faire la bagarre et la force, puisqu'elles vont aussi déclencher des effets divers et variés et produire des ressources qui vous permettront d'aller construire des bâtiments. Vous avez un nombre de places limité, mais heureusement ces bâtiments vous allez pouvoir les améliorer. C'est un peu le cœur du jeu aussi, hein, les bâtiments. Et bien désormais, il y a également les cartes artefacts légendaires. Ce sont des cartes qui vont aller dans votre petit plateau de 4 cartes, donc dans votre petit tableau plutôt. Elles ne sont pas sujets au temps. Oui, parce que le temps dans Paper Tales, c'est un truc assez important. Les fins de manche, c'est la fin d'un âge, et donc vos personnages ils vont prendre des petits jetons de vieillesse.
Ils prennent un jeton de vieillesse et si jamais ils devaient en prendre un autre, par défaut, ils sont éliminés parce qu'ils sont trop vieux, tout simplement, à part certaines cartes qui vont un peu rester plus longtemps ou qui sont immortelles ou qui vont devenir plus puissantes en vieillissant. Enfin, il y a tout un tas de mécaniques, évidemment, vous en doutez, avec le temps. Les artefacts légendaires, eux, ne sont pas sujets au temps. Oui, mais par contre, ils vont vous bloquer des emplacements. Donc, ça se réfléchit. Voilà donc pour ceux qui forgent les légendes, eh bien, il faut savoir que Paper Tales, donc il revient avec cette grosse boîte que vous avez évidemment vue à côté. Il faut absolument que je trouve le nom de l'auteur, Masato Uesugi. Et j'aimerais bien trouver le nom, illustré par Christine Elcouf. Parce que c'est beau Paper Tales, moi j'adore les illustrations. Le nom du jeu Paper Tales d'ailleurs n'est pas là pour rien parce qu'il y a un côté un peu comme si c'était des livres pop-up mais en 2D. Il y a un petit peu ce grain, cette patte en termes de direction artistique. Et donc cette grosse boîte, eh bien c'est marqué, c'est l'édition intégrale. Donc on va y retrouver le Paper Tales d'origine, on va y retrouver la première extension qui se nommait Au-delà des portes et nous allons trouver à l'intérieur ce qui forge les légendes. Voilà une grosse boîte qui permet de jouer jusqu'à 7. Et c'est génial parce que c'est un jeu de draft, donc Paper Tales c'est un jeu qui dure, on va dire, entre 20 et 40 minutes à peu près, ça dépend de qui vous avez autour de la table, toujours, et des stratégies employées. Et à 7, je pense pas qu'on dépasse non plus les 40 minutes, et il y a peu de jeux qui permettent de faire ça, et ça c'est la magie des jeux de draft. Qu'est-ce qu'il est beau celui-ci. Nous allons enchaîner avec un jeu qui divise un peu plus en termes de graphisme, n'est-ce pas Alex? Mais alors, c'est hyper original. Dites-moi en commentaire. Êtes-vous fan des illustrations de Challengers ou êtes-vous pas fan des illustrations de Challengers? Alors, il y a quoi? Il y a ma team à moi qui trouve ça absolument immonde. Et dites Team Antoine si jamais ça vous fait marrer parce que vous allez voir c'est une espèce de gros délire qui mélange plein d'univers et c'est le bazar et en fait parce que c'est ça Challenger, c'est un truc qui bouge, c'est un truc qui mélange plein d'univers. Alors je précise que je n'apprécie pas les illustrations mais je respecte le travail de l'auteur, de l'illustrateur et des auteurs. On s'en doute bien, c'est complètement subjectif. Voilà, c'est juste pas mal. Les goûts et les couleurs, vous le savez, respectons tout ça. Donc Challengers, c'est difficile de le résumer en un mot, et pourtant, mais alors qu'est-ce que c'est simple à jouer? En gros, considérez que c'est un mélange entre un deck building et une bataille à l'aveugle. Là-dessus, nous avons déjà eu un jeu, alors peut-être d'autres, mais en tout cas moi ça me fait penser à T42, en version un peu plus XXL et surtout pensé pour le format tournoi. Ça signifie qu'en 1 contre 1, parce que c'est le format de base, ça va très bien fonctionner, et on pourra faire plusieurs 1 contre 1 en parallèle. Oui. En format pool, c'est donc un tournoi, tout simplement. C'est tout l'intérêt du jeu. Donc 7 manches, si nous jouons uniquement à 2, à la fin des 7 manches, on voit qu'il y a eu le plus de points, puisqu'à chaque manche, vous allez pouvoir gagner des points. Ou alors, si nous jouons en mode tournoi, les 2 personnes ayant eu le plus de points sur les 7 manches vont jouer la finale. La personne qui fait le plus de points sur la finale, non pas plus le plus de points, qui se fait éliminer sur la finale, parce que les fins de manche, eh bien ça termine à l'élimination, va gagner le tournoi. Voilà donc pour Challengers. Comment est-ce que ça se joue? Eh bien, est-ce que le dos de boîte va m'être utile? Oui, ça va, le dos de boîte il est pas trop mal. La thématique, parce qu'avant de rentrer vraiment dans l'explication des règles, je vais vous parler de la thématique et surtout de où vient la mécanique. Déjà la thématique, on va capturer des drapeaux. On est dans des parcs, on va capturer des drapeaux. Quand vous capturez des drapeaux, c'est bien, ça fait des points, en gros. Pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce thème? En fait, c'est inspiré des jeux vidéo. Vraiment, je pense que les gens qui ont créé Challengers sont vraiment allés chercher, puiser ces inspirations dans les jeux vidéo. Des jeux vidéo, on va faire de la capture de drapeaux. Alex, je pense que tu en as fait comme moi quand on était ado, il y en a eu plein. À la base, c'est plutôt des jeux de pistolets, de FPS, etc. Oui. Mais c'est pas cette mécanique-là que Challengers emprunte. Là, on est plutôt au niveau des auto-battlers. Alors, c'est plutôt des jeux qu'on va trouver sur mobile. Et c'est des jeux où on recrute des personnages. Oui. Nous, on est sorte de commandants de guerre et on va les faire combattre pour nous. Et en fait, on les regarde un peu combattre et nous, on va plutôt gérer tout ce qui est recrutement, déclenchement de pouvoir, mais ils se battent tout seuls. Et bien, c'est un peu l'expérience qu'on va retrouver dans Challengers. Puisqu'en fait, vous allez à chaque début de manche recruter des personnages. Donc, il y a 3 pioches de plus en plus fortes suivant à quelle étape de la manche vous en êtes. Vous allez pouvoir piocher plus ou moins de cartes de plus ou moins haute valeur, les rajouter à votre deck. Et ensuite, c'est très simple. On est face à face. 1, 2, 3. On retourne notre carte et c'est celui qui... alors, j'allais dire, c'est celui qui a la valeur la plus forte qui prend le drapeau. Pas tout à fait, mais en gros, c'est une bataille de puissance. À chaque début de manche, il va y avoir un joueur qui possède le drapeau, donc c'est le défenseur. L'autre va être l'attaquant. Le défenseur va jouer une carte, dessus il y a marqué 3. Et bien l'attaquant doit obtenir au moins 3 en face pour pouvoir le récupérer le drapeau. Il va tourner carte après carte. Alors s'il tourne une carte qui fait 3 ou plus, c'est bon, il prend le drapeau, il devient le défenseur. Si par exemple il a que des 1, il fait 1, 1, 1, il arrive enfin à 3, il récupère le drapeau.
mais tous ces 1 qui viennent jouer, toutes les cartes qu'il a tirées, forment une nouvelle pile. Et donc finalement, sa valeur de défense, c'est que la carte du dessus, bah, c'est le 1. D'accord. Ça, c'est la mécanique de base de Challenger. Attaquant, défenseur, vous jouez des cartes jusqu'à ce que vous atteigniez la valeur demandée. À part qu'évidemment, vous en doutez, les cartes, elles vont avoir toujours un petit texte avec un petit effet. Alors là-dessus, on est sur un jeu à base de mots-clés, un peu comme tous les jeux de cartes à combo, jeux de cartes à collectionner, etc. Des mots-clés, je pense qu'il y en a quelque chose comme 5 ou 6. Donc vraiment, on est sur un jeu méga accessible. Mais vraiment méga accessible. Je vois qu'il y a marqué 8 ans et plus. Totalement d'accord. Ah bah oui. 45 minutes, pourquoi? Parce qu'on joue plein de petites manches. Mais c'est des manches mais qui filent. Vraiment, ça va très très vite. Les personnages viennent de différents univers qui n'ont rien à voir avec les uns avec les autres parce qu'on veut du fun, donc des châteaux, des studios de films, des maisons hantées, la ville, ça c'est le deck de base, l'espace, le monde marin ou la fête foraine, et ils vont avoir chacun leur petit fonctionnement, sachant que si vous n'avez pas assez de monde pour faire un tournoi, parce qu'il faut que ça soit pair, il n'y a pas de souci, il y a le deck robot, et donc un autre des joueurs, plusieurs joueurs les uns à la suite des autres pourront affronter le robot, donc c'est un bot, hein, c'est un joueur fictif qui compte comme un joueur, à part que il va pas gagner la partie, il est juste là pour vous occuper. Voilà donc en gros pour Challengers, j'espère que j'arrive bien à vous rendre compte de ce que c'est. En fait c'est malin parce que je pense qu'il y a certaines valeurs de cartes qui sont faibles avec des pouvoirs cool. Mais évidemment, c'est complètement ça. Quand je vais arriver avec des grosses cartes, quand je mets un 5, toi tu vas peut-être cracher 2, 3, 4 cartes. Ouais, c'est ça. Et du coup tu vas vraiment... c'est vrai que les pouvoirs c'est quand même important d'en parler. Parce qu'en plus les personnages qui ne servent plus, donc ils vont être défaussés, ceux qui ont déjà combattu, ils vont aller sur une zone qui est le banc. Oui. En fait si ce banc est plein, eh bien vous faites gagner votre adversaire. Donc ça sert à rien d'avoir énormément de cartes, parce qu'en fait au bout d'un moment vous pourrez pas les jouer, ça sert à rien d'avoir peu de cartes mais très fortes, parce qu'au bout d'un moment vous aurez plus assez de personnages. Pareil, si votre paquet est vide et que vous n'avez pas le drapeau, et que votre adversaire peut vous le récupérer, ou que vous avez votre drapeau et que l'adversaire peut le récupérer, en tout cas, loupé. Donc en gros il vous faut suffisamment de personnages, mais pas trop, de quoi garder le drapeau. Oui. Et ces personnages qui vont dans le banc, ils sont aussi connectés aux différents pouvoirs. Donc vous avez des personnages qui vont vous dire, eh bien pour chaque personnage du même nom dans le banc, rajoutez plus de force. Ou alors vous pouvez récupérer un personnage du banc et le remettre en jeu. Intervertir des personnages du banc. Vous allez pouvoir aussi embêter l'autre joueur. Vous allez pouvoir lui remettre un personnage du banc au-dessus de sa pioche. Donc pioche au hasard, mais là on sait ce qu'on va piocher. Un truc pas bien a priori. Ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont on deck build en fait. Chaque fois ça change, je crois. Parce qu'en fait on a un paquet A, B ou C. C'est ça. Parfois on peut piocher. Donc on pioche 5 cartes soit et on en garde 2. Exactement. Alors ça dépend de ce que vous dit. Là vous en êtes dans le tournoi, il y a une petite carte qui vous dit vous en êtes là du tournoi. Maintenant vous allez jouer sur telle piste. Parce qu'il y a différentes pistes comme ça. Ouais. C'est des petits tapis en néoprène, donc très cool le matos. C'est pas dégueu. Malgré les illustrations qui divisent, le matos, il faut avouer, est assez cool. Et donc je vous l'ai dit, il y a 3 niveaux de cartes. Et donc vous allez piocher dans le paquet de cartes de niveau 1, de niveau 2 ou de niveau 3. Évidemment au tout début on vous dit voilà vous allez en piocher 5. Par contre vous pouvez en garder que 2 du paquet 1 ou une du paquet 2. C'est ça. Et c'est vous qui allez un petit peu choisir, parce qu'effectivement dans le paquet 2 vous savez qu'il y a des cartes plus intéressantes, mais dans le paquet 1 vous allez récupérer plus de cartes, donc vous allez vous épuiser moins vite, logiquement. Ça dépend des stratégies, des personnages que vous avez choisis. Donc tout l'intérêt stratégique va être dans les personnages que vous choisissez, parce que après quand vous jouez c'est très simple, vous retournez la carte du dessus de votre pioche et vous subissez ce qui se passe, à part que de temps en temps grâce au pouvoir vous allez pouvoir faire des choix, soit pour vous avantager, soit pour embêter l'autre joueur. Il y a un petit côté Marvel Snap en fait, il faut essayer de s'adapter, tu vois, tu crées ton deck et tu t'adaptes. Là j'ai trop de bas niveau, je vais aller chercher un gros chiffre pour au moins tenir la distance. En fait il y a un petit côté Marvel Snap dans le sens où les manches durent 3, 4, 5 minutes à tout casser, donc si vous avez essuyé un échec cuisant, vous dites mais c'est pas grave parce que là telle carte j'ai remarqué qu'elle pourrait bien comboter avec celle-ci, alors vous piochez vos cartes, vous dites mais ça en fait ça va super bien dans mon deck, et tout de suite vous avez envie de réessayer votre deck qui vient d'être tout neuf, puisque vous venez de le changer là à l'instant. Et en fait c'est ça le plaisir dans les jeux de cartes à collectionner, les Magic et tout, on fait notre deck à la maison, on a réfléchi à notre strat et on veut le tester vite notre deck, là vous allez faire que ça, et c'est ça qui est fun. Voilà donc pour Challengers, je pense que on a bien réussi à vous rendre compte de ce que c'est, parce que c'est un véritable petit ovni, voire même peut-être un nouveau style de jeu, allez savoir. On passe à la suite. Coucou, c'est moi. Coucou. Alors, primo, bravo à tous les commentaires qu'on a eus qui ont répondu à cette question. En tout cas, la dernière fois que j'ai regardé, tout le monde a eu juste sur la question de le jeu le plus vendu entre 2020 et 2022. C'était bien Skyjo avec 1073 boîtes. Et oui, c'est fou. Et ça continue encore et toujours. Alors, on va un peu pimenter le truc. On va passer au niveau 5 quand tu te mets combien en jeu des cartes Bordeaux. Et la question est, de combien d'employés permanents était composée l'équipe en octobre 2022 ? Pour vous donner une date limite, donc en octobre 2022, on était combien d'employés permanents?
j'ai fait ma petite question piège. À vous les studios dans les commentaires. Maintenant on va aux nouveautés. On a Carte Aventura Odyssée, le trésor de Libertalia. Vous me dites oh un nouveau Carte Aventura, oh pourquoi est-il si épais et si gros par rapport aux autres Carte Aventura? Eh bien mes chers amis, c'est pour cette information nouvelle qui est ici, c'est-à-dire à partir de 6 ans. Alors c'est pas exactement ça qui va expliquer pourquoi c'est plus grand, hein. Mais voilà la grande nouveauté de ce Carte Aventura, c'est que c'est à partir de 6 ans, c'est pour jouer avec les plus jeunes. Parce que il est vrai que les autres Carte Aventura étaient plus pour les adultes, déjà vu les thèmes, hein, quand on avait le premier shérif noir, c'était quand même des thèmes bon pour les enfants. Ouais, Hollywood, bon les enfants c'était pas trop leur kiff et en plus les parties étaient longues. Alors que là c'est des parties courtes, vous voyez 20 minutes et vous avez 3 chapitres, on va dire, dans chaque scénario. Donc du coup, c'est plutôt cool et c'est des chapitres de 20 minutes. Donc toujours de 1 à 6. Là, vous êtes une jeune moussaillon qui veut partir à l'aventure chez les pirates. Alors à la base, vous travaillez pour les Britanniques, mais c'est un peu... voilà, c'est plan-plan. Et puis un jour, votre bateau se fait accoster par des pirates et là, vous vous dites... Allez, c'est ma chance, je largue les amarres et zoue la piraterie. Donc voilà, vous allez bien partir à l'aventure, piller, voler, saccager. Non, peut-être pas c'est pour les enfants, mais en vrai, il y a quand même pas mal de choix qui sont réalistes et vraiment pirates. Parce que comme toute Carte Aventura, ça a été fait en association avec des spécialistes. Alors j'ai oublié le nom du spécialiste, je l'ai lu tout à l'heure, mais c'est un vrai spécialiste de la piraterie du XVIIe et XVIIIe siècle, donc ses études, son mémoire, tous ses thèses, ses chercheurs. Donc vraiment, tout est documenté, vous allez vraiment découvrir ce qu'est la piraterie, et effectivement, les actes de piraterie, souvent, c'était de voler, de piller, de un peu tuer des gens, voilà. Donc pour des enfants, bon bah c'est intéressant parce que du coup, ça fait quelque chose d'un peu plus réaliste que juste, oui, on va chercher des trésors. Voilà, et comme d'hab, c'est pas non plus, oui, vous allez vieux, voilà, le mot interdit. C'est adapté pour les enfants. Voilà, quand même. Mais faut quand même prévenir que, bon, c'est pas non plus cucu les petits oiseaux, c'est mignonné. Okay. Comme d'habitude, hein, le système de cartes qui se révèle au fur et à mesure. Vous avez plein de fins différentes, donc toujours très rejouables. Et en plus, pourquoi c'est large comme ça? Eh bien, au fond de la boîte, il y a un coffre au trésor avec des secrets dedans que vous allez débloquer au fur et à mesure de l'aventure. Donc déjà, vous allez rejouer plein de fois pour découvrir tous les trésors. Et dedans, vous trouverez aussi 10 cartes savoir qui sont vraiment des cartes à part qui vont vous donner des anecdotes ou des informations historiquement vraies sur la piraterie. Genre les femmes pirates, genre le code de la piraterie, genre devenir un pirate, comment on fait ça, vraiment comment on faisait ça à l'époque. Voilà, tout ça. Sinon, oui, c'est un Carte Aventura familial, on va dire, avec qui on peut jouer avec les enfants, quoi. Voilà, c'était Carte Aventura Odyssée, le trésor de Libertalia. On enchaîne avec... le grand Kiwiz. Kiwiz. J'ai cru comprendre qu'on pouvait apprendre comment on devient pirate. Ouais. Si, ben, je vais l'acheter, je veux savoir comment on devient pirate. C'est génial, hein. Je suis passionnée de piraterie depuis toute jeune, j'adore. C'est un jeu des Lartinchons, à savoir Grégoire Larger, Franck Critin et Sébastien Pochon. C'est un trio helvétique, c'est un trio suisse pour ce jeu donc de Studio H. C'est un jeu d'ambiance donc pour des parties de plus ou moins 20 minutes, une demi-heure pour 2 à 8 personnes à partir de 8 ans. C'est un jeu de quiz mais pas vraiment de quiz. Là on a un objet, on a un petit ovni. Ici vous allez insérer des cartes, ça va vous créer des propositions. Ça va donc créer 9 propositions. Sur ces 9 propositions, il y en a une qui est vraie, il y en a 8 qui sont fausses. Il faudra éliminer les fausses. Ok ? Quand ça va être à mon tour et je vais donc éliminer, je peux choisir de m'arrêter quand je le souhaite. Il y a un côté un peu stop ou encore. Et les autres joueurs vont miser en fait sur mon score. Donc ils peuvent, si ils ont misé que j'allais réussir, éventuellement, pourquoi pas m'encourager, me donner des infos sympas. Ou s'ils pensent que je vais échouer, plutôt me tirer vers le bas. Vous sentez un petit peu déjà l'ambiance autour de la table. Plutôt que vous faire une explication de règles. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas juste une petite manche là, sous nos yeux. Nous avons le piment, le ketchup, le sucre. Signifie jus de raisin brûlant en latin. Donc par exemple, le piment signifie jus de raisin brûlant en latin. Ou le ketchup signifie jus de raisin brûlant en latin. Est connu pour soulager le mal des transports. Ou
est un ingrédient dont l'Inde est le deuxième plus gros producteur au monde. Eh ben, j'en sais rien du tout. Et comme souvent dans ce jeu, vous allez être comme moi, vous allez dire, mais j'en sais rien du tout. Mais vous allez procéder par élimination. Alex, tu as une idée. On va la jouer en coop, d'accord ? Pour le bien de l'explication. Le ketchup est connu pour soulager le mal des transports. Bah ça par exemple c'est faux, tu vois. Le ketchup. Waouh, ouais, donc tu nous as même pas demandé notre avis, tu l'as lancé cash. En gros, ça c'est si t'es l'équipe. T'étais sûr de Ah oui, ok. On est l'équipe bleue. On va dire. Qu'est-ce qui signifierait jus de raisin brûlant en latin ? J'en sais rien. Là, il faut surtout voir ce qui n'est pas vrai. Selon vous, Le ketchup veut pas dire jus de raisin brûlant. Ketchup, c'est un mot anglais. T'as raison. Je pense. Donc on peut supprimer ça. Ça me paraît malin. Ok, c'est bon. C'est bien. Donc là, on enlève et on regarde parce que s'il y a une petite pastille de couleur, c'est que c'était la bonne réponse. Et que c'était pas bon. Bordeaux, en fait. En fait, faut pas trouver la bonne réponse. C'est ça qui est Faut l'éviter. Ok, continuons. Le sucre. Le sucre. Ça pourrait être ça. Et ça pourrait être ça. Un ingrédient dont l'Inde est... Je pense pas que ça soulage le mal des transports, le sucre. Non, je pense que là, t'es plus dans la bonne réponse. Là. Oui, moi aussi, je pense. Ça m'étonnerait que ça veuille dire jus de raisin brûlant en latin. Non, moi non plus. On enlève ça. Je pense pas. Ok, c'est bon. Ok. Donc là, on est vraiment sans filet, hein, parce qu'on n'a pas préparé. Est-ce que le sucre est connu pour soulager le mal des transports ? Est-ce que quand on a mal au transport, on dit non, mais il faut... T'as jamais dit, tiens, prends un sucre, Bah, je sais pas. arrête de vomir, prends un sucre. J'ai jamais entendu cette Du phrase. coup, on pourrait l'enlever, le sucre. Moi, je pense qu'on peut l'enlever. Hein. Ouais. Regarde, je l'enlève. Ok, vous avez eu peur, hein. Le piment est connu pour soulager les mal de transport. Moi, je dirais que le piment, c'est plutôt jus de raisin brûlant. Faudrait faire gaffe. Possible. Par contre, je pense pas qu'il soit connu pour soulager le mal des transports. Le ketchup par rapport à l'Inde, on peut l'enlever Oui, parce direct. qu'ils disent le ketchup est un ingrédient, nanana. Le ketchup n'est pas un ingrédient, c'est un condiment. Non, c'est vrai. Allez. Ok. Très bien. Et est-ce qu'on enlève le piment mal des transports ? Je sais pas. T'as mal au ventre ? Prends un piment. Oui, mais peut-être parce qu'on le dit pas, parce que t'as pas envie de manger un piment, mais qu'en fait ça marche. Allez, moi j'y vais, c'est bon. Ok, bien joué. Et on est bon, hein. Ouais, on est bon, mais là ça commence à être compliqué. Ça commence à être chaud. Par rapport au piment. Par rapport au piment, j'ai compris. MDR. Et donc du coup, Alors le sucre et l'Inde, je suis plus sûre, c'est où ? Non, le sucre c'est pas en Inde. je pense pas. Moi, je pense que oui. Hein. Ah, Ah ouais. bon ? Bah, je sais pas. En même temps, il y a énormément de zones agricoles là-bas. Allez, on l'enlève. Moi, Et en fait, si on se trompe comme ça, ouais, j'enlèverais le piment pour comment ça l'Inde. fonctionne ? Ah ouais. Ouais, le piment et l'Inde, j'enlèverais. Piment et l'Inde. Allez, vas-y. Ouf. Bah oui. On est quand même exceptionnel. Je suis calé en Inde. Le piment signifie jus de raisin brûlant en latin. Non, ça paraîtrait trop bizarre. Surtout qu'ils avaient pas de piment Pourquoi à jus l'époque. de raisin brûlant ? C'est beaucoup trop Et spécifique. surtout, ils avaient pas de piment à l'époque. Et Et voilà. Oh voilà. Donc, Nous avons le gagné. sucre est un ingrédient dont l'Inde est le deuxième plus gros producteur On le au savait. monde. Et vous voyez qu'ici, il y a la petite pastille rouge. Pâtisserie Ah, rouge. C'est pas une pâtisserie rouge, non, pastille. Pour vous dire, vous vous êtes trompé si en fait vous pensiez éliminer ça alors que c'était la bonne réponse. Et, voilà. et c'est super bien fait parce que quelle que soit votre disposition, vous pouvez, vous voyez, retourner et du coup celle qui nous servait ici devient celle qui va là. Mais à chaque fois, ça va se placer, alors que c'est des cartes qui n'ont rien à voir à la base. Ça va se placer exactement avec la réponse. Alors c'est marrant, là c'est la même, mais c'est les trous en fait. Il y a beaucoup de cartes de mémoire. Hein. Il y en a énormément avec des niveaux de difficulté différents. C'est gradatif les niveaux de difficulté. Avec Turing Machine, nous sommes dans l'ère des jeux à cartes perforées, manifestement. C'est vrai. Voilà donc pour le petit kiwiz, j'allais dire, non ? Le Grand kiwiz. Gare à vous si vous découvrez la bonne réponse. Là aussi, thème complètement décalé. Tant mieux, c'est cool, c'est drôle. Et j'enchaîne avec mon microgame favori, ou un de mes favoris microgames. C'est Au Griffonfon de chez Matago, la gamme solo, à partir de 8 ans pour 20 minutes de partie. On vous a fait un focus avec Antoine il n'y a pas longtemps, la semaine dernière ou celle d'avant, je ne me souviens plus. Qu'est-ce que c'est que Griffonfon ? C'est un jeu d'optimisation de placement de cartes, régi quand même par le hasard de votre tirage de cartes, mais il va falloir faire avec ce hasard. Donc l'histoire est très drôle, l'histoire est un peu loufoque. On gère une auberge, l'auberge du Griffonfon, et on va accueillir des clients dans le bar et ensuite les envoyer dodo dans l'auberge qu'on va créer ici, donc dans leur chambre. Donc un tour de jeu, c'est très simple. Vous avez votre premier tirage de 4 cartes que vous aurez tiré au hasard. Vous en choisissez un que vous allez mettre au dodo dans votre petite tour en étage et vous allez en sortir un nouveau. Quand on fait ça, on va voir s'il y a minimum 3 fois
un même symbole. Ici, j'en ai 3 ici. J'ai 3 fois la petite chope de bière. Si c'est le cas, on va voir si parmi les gens là qui sont en train de dormir, eh ben il y en a pas qui aiment pas entendre, je sais pas, ici des gens trinquer trop fort dans le bar. Ok, on regarde là. Non, c'est bon. Lui, il craint que 3 fois des gens qui puent, je crois, ou des choses comme ça. Donc lui, il n'est pas dérangé, mais il faudra faire gaffe parce que si j'ai 3 fois le symbole qui pue, lui, il va avoir un effet qui souvent est pas cool, genre se barrer, embarquer d'autres clients avec lui qui sont mécontents, etc., etc. Et je vais continuer comme ça. Vous voyez, il y en a qui ont du coup des conditions quand ils sont en train de dormir et ce qui se passe dans le bar, mais il y en a aussi, ils ont tous ça là, des petites conditions de petite nuit, c'est quand ils sont dans l'auberge directement, dans leur chambre, il faut aussi respecter ceci, c'est s'il y a de la nourriture par exemple, directement au-dessous ou au-dessus du moine, eh bien il quitte l'auberge discrètement. Donc il ne faut pas qu'il y ait de nourriture, donc là par exemple je ne pourrais pas le mettre au-dessus de mon gobelin parce que il est en train de manger dans sa chambre et le moine, comme il jeûne, il n'a pas envie d'avoir l'odeur de poulet juste en dessous de lui. Donc du coup, je vais pas mettre le moine, je vais mettre quelqu'un d'autre. S'il y a autant de nourriture que de bière dans l'auberge, le mage lance un sort pour s'amuser, remettez les clients du bar dans la pioche. Des choses comme ça. Donc en fait, vous allez gérer toutes les conditions de tout le monde pour essayer de finir toute la pioche et d'avoir minimum encore 2 personnes dans votre auberge, voire plus, mais tout ça, eh bien, c'est fini si vous avez 8 personnes qui ont quitté l'auberge pendant la partie. Dès qu'on est arrivé à 8 clients mécontents, eh ben, on a perdu la partie. Donc en gros, le but c'est de survivre jusqu'à la fin de la pioche et d'avoir encore 2 clients minimum. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté de vos parties en augmentant le nombre de clients qu'il faudra à la fin de la partie. Vous pouvez monter jusqu'à 8 clients. Là, c'est super chaud d'en garder 8 puisque des fois, vous avez des événements en chaîne qui font que vous avez 14 000 clients qui partent d'un coup et hop, c'est fini, vous avez perdu. Genre les gobelins, les triplés gobelins. C'est l'enfer, ils font partir tout le monde, ils sont pas contents, quand ils sont pas contents, ils font pas contents pour tous les autres, etc., etc. Donc comme vous pouvez le voir, les illustrations sont extrêmement mignonnes, jolies, loufoques, même les personnages sont drôles, et c'est un jeu illustré par... Je l'avais vu la dernière fois et je ne le trouve plus, mais j'adore cet illustrateur et c'est par contre un jeu de Scott Ames. Lui, il est très connu, il en a fait beaucoup. Donc voici Griffonfon de chez Matagot. Actu JDR. Alors cette semaine, nous avons, alors ça on l'avait déjà de la semaine dernière, les audiobooks qui sont toujours là, mais nous avons à côté Hawkmoon. Hawkmoon, c'est un univers que nous avons déjà croisé dans le monde du jeu de rôle, puisque c'est basé sur les écrits de Moorcock, c'est le papa de Elric. Si vous ne connaissez pas Elric, eh bien c'est très intéressant parce que c'est un des premiers univers où le personnage central est un antagoniste, un anti-héros plutôt, pas un antagoniste, un anti-héros, et c'est un peu les prémices des univers de Dark Fantasy. Et on va un petit peu retrouver ça, même si ce n'est pas dans le même univers que Elric. Alors Hawkmoon, c'est quand même un univers qui parle aux fans de l'auteur. C'est un univers qui se situe dans un futur lointain, post-apocalyptique. Donc il y a eu une fin du monde, en tout cas il y a eu la fin de notre monde tel que nous le connaissons, mais entre temps il y a des technologies incroyables qui ont été inventées, mais enfin tout ça dans l'ensemble c'est perdu puisque nous sommes retournés à une époque qui équivaut technologiquement à l'âge médiéval. Il y a encore des gens qui ont accès à des technologies plutôt pas mal, mais enfin ça reste quand même très épisodique, très rare, et donc nous à Salon on a incarné des personnages dans cet univers là qui donc se situe dans notre monde hein, finalement, et ça on peut le voir d'ailleurs avec, hop là, cette carte du monde, plus précisément de l'Europe, puisque c'est là où vont se passer la plupart des aventures, donc dans cette Europe médiévale post-apocalyptique, vous sentez l'univers chargé d'imaginaire. On a même, je crois, voilà, ça c'est trop cool, hop là, tout à la fin. C'est rare que je vous montre les maps, mais là, elles valent vraiment le coup, parce qu'il y a un focus sur la France, et on peut très bien choisir de jouer à Bordeaux, sans problème. Oh, ils ont gardé Vannes. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, tu tombes bien, Alex, toi qui es breton, il faut savoir que les méchants dans cet univers, ce sont les grands bretons, précisément l'Empire grand breton, là pour le coup ce sont vraiment les antagonistes, et nous en fait on va jouer des rebelles, on va jouer le futur. On a dit post-apocalyptique, ok. Soit pas trop rapidement. Donc nous allons jouer malfrats ou pas, héros ou anti-héros, ça c'est à vous de le déterminer, mais en tout cas nous sommes des rebelles, puisqu'on va essayer donc de se rebeller face à cet empire qui a complètement écrasé notre culture.
C'est un jeu qui a un système de dés assez particulier. Ils ont décidé de le nommer le système Choose Your Dice, si je dis pas de bêtises. En gros, choisis ton dé. Vous pouvez choisir de jouer un dé 10 et donc de rajouter les bonus de votre feuille de personnage pour atteindre un certain seuil. Là, on est sur du classique. Et donc là, c'est si vous décidez de jouer la prudence, ou alors vous pouvez choisir de faire une action d'éclat, soit parce que vous êtes complètement sûr de vous, soit parce que vous dites « mais ça, je sais pas du tout le faire ». Mais je vais tenter ma chance. Et vous pouvez choisir de prendre un D20 qui peut donner un super résultat. À part que, eh bien, en fait, il fonctionne un peu différemment ce D20, puisque si il est impair, on considère que vous faites forcément un 0. Et sur certaines autres valeurs, il va y avoir aussi des déclenchements, notamment sur certaines valeurs, le jeu estime que ce que vous allez faire va être absolument catastrophique. Mais, je le rappelle, vous allez pouvoir faire des actions d'éclat, donc vous allez être tenté. Si, je vous connais, vous allez être tenté. Donc, voilà pour Hawkmoon, je l'ai vraiment lu en diagonale, j'aimerais pouvoir vous en parler plus. Moi, c'est évidemment l'univers qui m'a le plus parlé. C'est le département des sombres projets qui édite ceci, qui font souvent de belles choses. Juste à côté, nous avons le nouveau Casus Belli, le 41, donc automne 2022, hop là. Comme d'habitude, nous allons pouvoir trouver des scénarios, nous allons pouvoir trouver divers petits articles sur un peu tout et n'importe quoi. Qu'avons-nous en ce moment? Je le découvre en même temps que vous, parce que ça d'habitude, je le feuillette quand il arrive, mais là j'ai pas trop eu le temps. Ça parle de Worms, ça parle de Fallout, ça parle de East Texas University, très sympa ça, moi j'aime bien ce genre d'univers où on joue des personnages un petit peu à la Buffy, Mutants and Masterminds, il y a un gros dossier sur Mutants and Masterminds. Et voilà, des scénarios pour Donjons et compagnie, sympa ça. Shadowrun, Torg, l'Appel de Cthulhu, Omega et HK. Qu'est-ce que HK? Je ne sais pas. Je vais fouiller demain, je vous dis ça la semaine prochaine. Bon, une petite actu JDR, un peu improvisée, et on passe à la suite. Et on poursuit cette vidéo du vendredi avec Boussanga. Boussanga, donc c'est un jeu de Madani Traoré et Nicolas Orange, c'est illustré par Suzanne Demontron. C'est un jeu à partir de 8 ans, c'est pour 1 à 4 joueurs, il y a un mode solo à l'intérieur, et c'est des parties d'environ, on va dire, une demi-heure. Boussanga, ça ressemble à ceci. Il y a des jolis petits éléments, c'est un très très beau matos, des petites cartes transparentes, des petits jetons qui représentent les éléments, et un grand plateau sur lequel en fait on va poser ces 10 jetons. Enfin, il n'y en a pas 10, mais c'est ces jetons-là, quoi. Là, ce qui va... Alors, c'est un jeu quand même qui reste plutôt abstrait. Je ne sais pas quelle est la meilleure configuration de ce jeu, parce qu'on peut y jouer de 1 à 4, comme vous pouvez le voir. Il y a différents modes de jeu qui existent, donc un mode solo, un mode coop et un mode... compétitif, pardon. Et donc là, je vais vous expliquer déjà les règles du mode compétitif, donc on va dire pour 2 à 4. Ce qui se passe ici, ce qu'on va essayer de faire, c'est marquer le plus de points. Vous avez un petit plateau ici qui va vous récapituler les éléments qui font le plus de points. L'eau en rapporte 3, le feu en rapporte 2, si je dis pas de bêtises. Pareil pour l'autre, où c'est 1 et 1, je crois. Là, c'est 1, là, c'est 1, et là, le feu rapporte 2. Comment on va essayer de récupérer ces jetons-là? En fait, c'est en faisant des alignements. On le voit ici, vous avez un dos de boîte qui est très bien fait pour le coup. Vous avez, sur le tour du plateau, en fait, la possibilité de récupérer des cartes transparentes qui vous indiquent le placement et le type de jeton que vous aurez. Donc en fait, quand vous allez récupérer une carte, vous pouvez l'utiliser et essayer de la tourner, en fait, de la pivoter, de façon à agencer les différents éléments. Et donc du coup, donc ça c'est très malin parce que là, en fait, la carte transparente vous permet vraiment d'ajuster et de voir, pour ceux qui ont des problèmes un peu ça c'est pratique. De repères dans l'espace, c'est très très pratique. Donc on la pivote, on regarde où est-ce qu'on peut mettre cette carte là, et notamment ces jetons. Une fois que c'est fait, du coup, je prends les jetons dans la réserve et je les place comme je l'avais anticipé avec la carte transparente. Une fois que j'ai placé mes jetons, si ça crée un alignement de 4 ici, enfin même 5 pardon, pierres de même élément, je vais retirer ces pierres et je vais en garder une et la poser dans la zone qui marque les points. Et donc au fur et à mesure qu'on va essayer de faire des alignements, on va marquer des points. À la fin de la partie, celui qui a le plus de points remporte la partie. Le mode solo et le mode coopératif fonctionnent un petit peu différemment dans l'idée où vous aurez une réserve de cartes qui vous est propre et vous essayez en fait à l'inverse de retirer des jetons. Et les jetons sont déjà placés aléatoirement, vous allez essayer de récupérer des cartes pour essayer de reproduire les formes qui sont déjà disposées sur le plateau. En fait, on fait un peu le mécanisme un peu inverse. Ça reste un jeu d'optimisation, ça reste un jeu où vous allez avoir, en fonction des modes, peut-être des joueurs qui vont plus se retrouver dans le mode solo ou dans le mode coop, et d'autres joueurs qui vont plus se retrouver dans le mode compète A2, typiquement jeu abstrait, genre échecs, dames, etc. Et d'autres qui vont dire, bah non, à 4 c'est plus fun, il y a plus de chaos, on va toujours essayer d'avoir ce petit côté opportuniste, comme dans Takenoko, pour essayer de profiter des coups des adversaires. Voilà, donc si vous êtes intéressé par ce genre de jeu, Boussanga est disponible à la boutique.
On change complètement d'univers avec la deuxième boîte de Inflexible Normandie. Donc ici c'est Inflexible Afrique du Nord. Il y avait la première boîte qui est hop, ici. Donc là on était plutôt avec les gentils américains contre les méchants allemands, entre guillemets. Ici on va avoir donc, en Afrique c'est les Italiens et les Anglais. Et notamment la grosse nouveauté c'est qu'on va avoir maintenant les véhicules. Donc petit récap déjà, c'est un jeu qui se joue que à 2. C'est à peu près, on va dire, 30 à 1 heure la partie. C'est un jeu plutôt à partir de 14 ans, même si je pense que 10 ans ça marche, parce que ce sont les auteurs, on le retrouve un petit peu dans le placement sur Inflexible Normandie, les auteurs de Champ d'honneur. On retrouve un peu cette mécanique-là parce qu'en fait, dans Inflexible Normandie ou Afrique du Nord, l'idée c'est qu'en fait, vous avez à chaque fois des petites tuiles comme ceci, qui font en fait se disposer en fonction du scénario que vous choisissez. Dans une boîte, vous avez 11 scénarios. L'avantage, c'est qu'on peut les faire indépendamment les uns les autres, mais on peut aussi faire une sorte de campagne en fait, avec différentes missions. Ce qui se passe, c'est qu'on a un plateau sur lequel, en général, il y a des zones qui vous permettent de récupérer des points de victoire si vous les contrôlez. Et en fait, pour les contrôler, on va déployer des unités à travers des cartes. Ça, c'est très malin parce qu'en fait, c'est un système un peu de deck building. C'est-à-dire, si je veux envoyer telle unité à tel endroit sur le plateau, il faut que je l'ai en main et que je l'active. Donc ça, c'est intéressant parce que chaque unité octroie des actions particulières. Les soldats un peu nuls au tir, ils vont peut-être pouvoir plus se déplacer, notamment je me souviens de l'éclaireur qui lui va plus servir à dégager le brouillard de guerre, mais du coup il va être un peu plus faible et du coup il va pouvoir avoir une force de frappe intéressante, contrairement du coup aux tireurs d'élite qui vont être beaucoup plus impactants, ou les autres unités. Les chefs vont servir justement à récupérer des cartes, donc à deckbuilder, mais aussi à donner des ordres que lui n'aura pas. Donc c'est un jeu vraiment très malin qui jongle entre le positionnement stratégique de vos unités et le recrutement qui est lié en fait à vos cartes qui vous servent à faire des actions propres aux unités. Autre particularité de celui-ci, c'est que du coup, il est indépendant en fait du classique. Vous n'êtes pas obligé de commencer par Inflexible Normandie. Vous pouvez déjà commencer avec Afrique du Nord si vous préférez du coup les factions qui sont dedans, c'est-à-dire les Italiens et les Anglais. Voilà. Hop, ça c'était pour Inflexible Normandie. Et enfin, on a un dernier jeu. Très Futé Forever, qui était là aussi la semaine dernière, dont on avait complètement oublié d'en parler. Très Futé Forever, c'est le 4e, forcément, il y a le petit jeu de mots ici. Le 4e de la gamme des Très Futés. Ce qui change globalement dans le Très Futé Forever, ça va être évidemment le bloc de score. Il y a essentiellement que ça qui change. Si ce n'est que le scoring va être un peu plus malin sur certaines lignes, notamment le carré jaune. Maintenant, il y a 3 lignes, et la dernière fait des points de la valeur indiquée en additionnant, mais la deuxième fera des points que vous allez soustraire à votre score. Donc il vaut mieux mettre des petites valeurs dans la deuxième ligne et des grosses valeurs dans la troisième ligne. Vous avez une zone, la bleue, qui permet en fait de cocher des chiffres dans différentes séries. Et en fait, il faut en avoir coché au moins 2 en ligne, en colonne et en diagonale pour gagner les bonus associés ou les points de victoire. La grosse utilité aussi, c'est que maintenant on a une nouvelle manière d'utiliser les dés qui sont sur le plateau d'argent. C'est un nouveau pouvoir qu'on voit pas ici parce que ce dos de boîte, contrairement à Inflexible Normandie, n'est pas aussi bien fait, ou Boussanga. En fait, sur votre fiche de score, maintenant, un nouveau pouvoir que vous avez, ça va être lié au plateau d'argent. Vous allez pouvoir, en tant que joueur plutôt passif, utiliser un effet qui fait +1 sur un dé que vous choisissez sur le plateau d'argent. Voilà, ça c'est vraiment la grosse nouveauté du Très Futé Forever. Sinon, la mécanique globale reste quasiment la même. Je vais passer la main à Alice. C'est moi Alice. Voilà. Moi je suis là pour vous recommander ma recommandation. Déjà arrivé, ma petite tête dessus. Tokaido Duo. Oui, je vous avais présenté Tokaido Namiji et maintenant je vous présente Tokaido Duo. Est-ce que j'aime Tokaido et son univers? Oui. Alors, Tokaido Duo, du coup, c'est l'adaptation en mode duel. Comme, si tu vois, il y a il y a son frère. Voilà, c'est la mode de ce Noël. Et j'en suis très contente parce que les deux jeux sont extrêmement bien. Donc, de Tokaido à 2 par Antoine Boza et toujours illustré par Nayad, mon amour. Bref, qu'est-ce qu'on va retrouver là-dedans? Eh bien, le principe de se balader sur une petite route. Ici, c'était, tu l'as dit tout à l'heure, c'est où ça que ça se passe? Ah là là, je me rappelle pas, c'est une petite île. Shikoku, c'est ça. Voilà, là vous êtes sur l'île de Shikoku. La grande différence, c'est que vous allez incarner 3 personnages différents qui font des corps, fin de journée, des scores différents. Et qui ont une mécanique de déplacement différente. On va donc retrouver le pèlerin qui va se balader sur les bords de l'île
et qui va s'arrêter, voilà, là où il s'arrête, il va récupérer des choses, un peu comme, c'est celui qui va ressembler le plus au Tokaido de base. Oui. On a l'artiste qui lui va se balader de zone en zone, vous voyez, qui sont un peu hors des sentiers battus, hop, pour peindre des estampes. Et enfin, on a le marchand, qui va être le petit bonhomme là avec son gros sac à dos, qui va se déplacer par les routes commerciales, qui sont du coup les routes oranges, qui sont au centre dans les zones montagneuses, et sur les littoraux, qui sont ici. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire possible qui vont se gagner de différentes manières. La fin de la partie se déclenche de 3 manières différentes. Soit le marchand a réussi à remplir toute sa besace de grosses pièces comme ça, soit le peintre a réussi à vendre toutes ses estampes, soit le pèlerin a atteint le bout de cette piste-là ou le bout de cette piste-là. Voilà. Comment on va gagner et avancer et tout ça, tout ça? Eh bien, on va avoir le premier joueur qui va lancer ses 3 petits dés. Hop là, il les lance. Et vous voyez, chaque dé correspond à un personnage. Celui-là, là, le rouge avec le petit chapeau, c'est le pèlerin. Ça, avec le petit boulier, c'est le marchand. Et le petit pinceau, c'est le peintre. Moi, en tant que première joueuse, je vais choisir un de ces dés et faire avancer. Alors évidemment, mon exemple, il n'y a que des valeurs pareilles, sinon c'est pas drôle. Hop là, voilà. Je vais décider quel personnage je vais faire avancer du chiffre indiqué. Vraiment, pile, j'ai pas le droit plus ou moins. Je dois faire exactement le chiffre indiqué. Donc je vais dire, allez, je prends le marchand et je le fais avancer de 3. Donc mon marchand, moi je joue les violets, toujours, c'est bien plus joli que les verts. Et mon marchand, il était là, donc c'est en cours de partie. Hein, et je vais le faire avancer de 3, donc je pourrais faire 1, 2, 3. Je pourrais faire 1, 2, 3. Je peux jamais revenir sur mes pas. Je peux pas repasser par un endroit où je passe dans ce tour-là. Donc je peux pas faire un demi-tour. Donc 1, 2, 3. Et là, dans les zones montagneuses, ce chiffre-là m'indique combien de marchandises je vais pouvoir récupérer dans ce sachet secret. Ces marchandises, donc là j'ai le droit d'en récupérer 3. Hop, je vais les placer sur mon plateau personnel qui, comme vous le voyez, est limité en place. Donc là, j'en avais déjà 4 et j'en ai pioché 3. Je vais pouvoir en prendre qu'un seul. Ça, c'est un pouvoir qui me débloque ce 6e emplacement. Ou alors, je peux échanger. Hein. Je peux, par exemple, faire mon micmac et jarter ma petite poupée et mettre ma bouteille que j'ai eue là et aller, vas-y, un Uchiwa. Et hop, ça, je le remets dans le sachet. Pourquoi? Eh bien, pour que plus tard, quand je rejouerai le marchand, j'aille dans une des zones de littoral. Et vous voyez, on y a mis aléatoirement des objets qui vont se vendre un certain montant de pièces. Donc, si je veux aller vendre mes bouteilles là que j'ai maxées à beaucoup de sous, à 4, il va falloir que je descende jusque là, à un prochain tour, pour pouvoir vendre toutes mes bouteilles à 4 pièces l'unité et donc avoir plein de sous-sous. Plein de sous-sous, pourquoi? C'est résumé ici, hein, c'est très clair. Dès que vous avez 10 pièces de monnaie, et ben vous les changez contre une plaquette d'or. Comme je vous ai dit, c'est une des manières de mettre fin à la partie. Pas forcément de gagner, hein, parce que voilà, il faut après gagner les points autour. Ça, c'était le marchand. Ensuite, l'autre joueur va choisir un dé parmi les 2 que je lui laisse. On va dire qu'il choisit le peintre, donc son peintre. Bon, lui, c'est le vert. Son peintre est ici, il a le droit de se déplacer de 2 zones. Je pourrais faire 1, 2, je peux pas faire 1, 2, même si j'aimerais... Ah oui, là, c'est bien ça. 1, 2. Ah, j'aime bien cette zone. Marche. Elle est belle, la zone. Hein. En fait, j'ai le droit de faire une des 2 actions possibles. Donc, le peintre a 2 actions. C'est un peu plus complexe, on va dire. C'est soit il révèle autant d'estampes, donc en gros, il les peint, que de gens qui sont autour de lui dans cette zone. Donc là, je pourrais en révéler... Voilà, c'est un très joli coup. Là, je pourrais en révéler 1, 2, 3. Hop, on va dire que je fais ça. Mais sinon, je pouvais vendre une estampe si j'étais sur un emplacement de l'estampe la plus en haut à gauche de mon plateau, qui est révélée. Hein. Je peux vendre qu'une estampe que j'ai peinte. Je peux pas aller vendre celles qui sont pas encore peintes. Bon, là, ce coup-là, il était parfait pour révéler des estampes, pas pour les peindre, parce que si je voulais vendre, pas pour vendre, parce que si je voulais vendre celle-là à la montagne, il aurait fallu que j'aille, j'étais ici, et bah, je pouvais pas depuis ici, puisque j'étais déjà sur ma zone. Hop, j'aurais fait, ah si, j'étais à 2. 1, 2. Voilà, et hop, je la vends. Je ne peux en vendre qu'une par tour. Même si j'avais 2 montagnes qui s'enchaînaient ici, je pouvais en vendre qu'une. Ça te déplacer tout le temps. Exactement. Et vous voyez, à la fin de la partie, si je reste comme ça, j'aurai 2 points. Et plus j'en vends,
plus ça me rapportera 2 points à la fin de la partie. J'aime bien le peintre. Oui, tu m'as battu avec le peintre Oui, la je dernière m'en fois. rappelle. Voilà. Et ben j'ai essayé de jouer avec le peintre hier contre Alexandre et c'est ce qui a failli me faire gagner. On était à égalité. Ouais, c'est c'était 63-63 chacun. Ouais. Première partie. Oh waouh. Non, vraiment c'est vraiment J'ai gagné parce que l'égalité, c'est celui qui est le plus riche. Ouais, Et comme moi, d'hab. j'adore l'argent. Ouais, super. Donc voilà, le peintre. Et là, comme c'était moi la première joueuse, et ben ça revient à moi. Et donc ce tour-ci, j'aurai le droit de jouer 2 personnages, puisqu'il y a 3 dés et qu'on n'est que 2. Voilà. Et donc forcément, celui qui me reste, c'est le pèlerin. Peut-être que c'est pas celui qui m'a arrangé, mais c'est là aussi la saveur du jeu, c'est essayer de prendre un dé qui nous arrange nous, mais qui arrange pas l'autre. Voilà. Et donc le pèlerin, eh bien il avancera de une seule case, toujours dans le sens horaire. Donc moi, il est là. Hop, il avance ici, et c'est un temple. De ici à ici, c'est un temple, et donc je vais l'avancer de une case sur ma piste de temple qui est ici. Vous voyez, à la fin de la partie, mon score va être mes multiplicateurs par rapport à là où j'ai avancé le plus dans le temple. Donc si la partie se terminait maintenant, ça ferait 2 x 3, 6 points. Donc je vais principalement en tant que pèlerin essayer de trouver des jardins pour monter mes multiplicateurs et des temples pour monter le score ici. Mais il y a plein d'autres choses à faire. Il y a les littoraux ici qui me permettent de récupérer un petit pouvoir qui est là-haut. Alors ils sont double face et chaque face a un pouvoir différent et en début de partie on les met au pif. Donc ça fait pas mal de rejouabilité. Vous avez qui vous permettent de un peu gruger avec le pèlerin, il peut se déplacer de un lieu de moins, où vous pouvez justement avoir une marchandise de plus chez le marchand, voilà. Plein de pouvoirs comme ça, sachant que quand il n'y en a plus et que vous devez en récupérer un, vous pouvez le piquer à votre adversaire. Et ça, c'est toujours cool d'être un peu méchant. Voilà. Vous avez quoi aussi chez le pèlerin? Vous avez les onsen, qui fait que quand vous vous placez dessus, donc c'est les bains publics, vous gagnez ce petit jeton que vous pouvez garder à partir du tour prochain. Vous pouvez, si vous voulez, le dépenser et refaire le mouvement enfin le jeu que vous venez de faire. Je sais pas, réavancer de 3 avec ma marchande parce que c'était grave cool et que je peux faire un combo de récupérer des marchandises et les vendre dans la même foulée. Ça, c'est trop bien, c'est ce que Alex m'a mis dans les dents et qui a fait qu'il m'a battu au niveau du marchand, là où je l'écrasais. Il s'est fait un petit onsen, il l'a vendu 2 fois d'affilée, bam, il s'est pris 2 grosses briques d'or, et voilà, et il m'a battu là-dessus. Cette saleté. Mais voilà, c'est Tokaido Duo, c'est super riche, c'est super fluide, et vraiment, Alex, c'est magnifique. Il est trop bien le jeu, il est trop bien. Il est trop bien. Il faut dire à Antoine Boza d'arrêter de faire des bons jeux, parce que ça commence à m'énerver. Je pense pas qu'il en soit capable. Regardez-moi ça, hop là, regardez-moi cette petite table de joueurs. Est-ce qu'elle n'est pas magnifique? Ça, c'est très bien aussi. Voilà. Ah oui, voilà, non, regarde, là, ma tête, ta tête. 2 choses exceptionnelles. Ouais, c'est vraiment nos 2 gros coups de cœur jeux à 2 de Noël. On en a plein d'autres, hein, Il y en a d'autres très cool. Mais ceux-là, voilà, bon, en plus c'est des jeux très attendus et qu'on a beaucoup apprécié aussi. Et je finis quand même sur un petit jeu d'ambiance. Oui, c'est perdu au milieu là, voilà. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que dans la tourelle c'est un peu moche, donc je vous le présente ici. C'est Coyote de chez Gigamic. C'est un jeu de bluff et d'enchères à partir de 10 ans, de 3 à 6 joueurs. En fait, vous allez chacun avoir une carte devant vous que vous mettez un peu à la Hanabi sur un porte-carte à l'envers. Donc vous voyez que le dos des cartes et vous voyez par contre les cartes de tous vos adversaires qui eux, ils ne le voient pas. C'est le principe. Vous avez aussi une carte qui est au milieu et que personne ne voit, et devant vous, vous avez des mains avec des petits yeux. Voilà. Les cartes ont des chiffres qui peuvent aller de -5 à 10, je crois, en valeur. Et donc à votre tour, c'est très simple. Soit vous enchérissez, donc le premier va donner une valeur qui pense être l'estimation de la valeur totale des cartes. Et le prochain joueur peut soit surenchérir, soit dire je crois que tu as dépassé là, on n'est pas aussi haut en valeur parce que lui il a accès à une info qui est par exemple votre carte à vous et vous saviez pas que votre carte c'était du -5 effectivement, ou du 10, voilà, des choses comme ça. Donc du coup, soit vous enchérissez, soit vous contredisez. Si vous contredites, eh bien j'ai fait deux conjugaisons différentes d'un même mot au même temps. C'est intéressant. Vous prenez celle que vous préférez. Il est tard, on a le droit. On a le droit. Dans les commentaires, dites-moi laquelle vous préférez de conjugaison. Ah oh, Madame Durand va me tuer. Désolée, Madame Durand.
Du coup, vous allez pouvoir contredire, et si vous avez contredit de manière juste, eh bien vous regagnez une petite main, et celui qui a menti, il en perd une, sachant que dès que quelqu'un perd ses 3 mains, eh bien il est hors du jeu. Le but est d'être le dernier survivant et de faire sortir tout le monde du jeu. Ou alors vous pouvez dépenser, donc mettre face cachée une de vos mains, donc attention puisque c'est quand même vos points de vie aussi, pour aller consulter la carte au milieu, parce que cette carte aussi, elle compte dans toutes les valeurs et les mises, etc. Donc vous avez une info de plus quand quelqu'un vous dit « Oh, on est à 35 » et vous savez que la carte au milieu, c'est un moins 10. Je dis « Ah non, c'est pas bon. » Voilà, voilà. Donc c'est un jeu de bluff, de guessing, d'enchères, avec un style très très beau. Les cartes sont dorées, elles sont magnifiques. Les petits porte-cartes, ils font toujours plaisir. C'est très pratique, vous tenez pas le truc, c'est fait pour vous. Et voilà, je te laisse derrière le comptoir. Et bienvenue derrière le comptoir, à part que, on va pas vous faire les retours en stock tout de suite parce qu'il y a quand même encore une petite salve de nouveautés. Commençons par Boogeyman, un jeu qui est distribué par Légion Distribution. C'est un jeu de Antonio Ferrara qui a fait juste avant Tales of Evil. Et ben c'est la suite de Tales of Evil. Alors c'est la suite dans notre timeline à nous, parce que dans cet univers-là, ça se passe avant, puisqu'en fait les héros de Tales of Evil, on va les retrouver quand ils étaient petits, quand ils étaient enfants, là où tout a commencé, quand ils se sont fait attaquer par le Boogeyman. Le Boogeyman, c'est le croque-mitaine en fait en français, c'est un monstre qui est issu de votre imagination et qui vous veut du mal, et il ne faut pas croire en lui, sinon il va vous croquer tout cru. C'est un jeu un petit peu expert, on est quand même sur un jeu d'ambiance, mais expert en fait. À partir de 14 ans, même si je pense que si on est habitué à faire du jeu de société, on peut y jouer plus tôt. Pour jouer jusqu'à 6 personnes et des parties de plus ou moins 1 heure. Donc, nous allons jouer dans cet énorme plateau qui représente l'énorme maison dans laquelle nous allons évoluer. Nous allons être gardés par, ici, la babysitter. Sachez que la babysitter est une tarée. Elle veut pas qu'on fasse de bruit, on doit se taire, on doit pas exister, parce qu'elle est occupée à regarder la télé et à rouler des pelles à son mec, et que ça lui plaît pas trop, qu'on court dans tous les sens, parce que notre vie est menacée. Oui, parce que notre vie est menacée, parce qu'on va aussi échapper au Boogeyman. Donc double menace. Le Boogeyman, s'il nous attrape, on se fait bouffer, mais si la babysitter, elle nous attrape, elle nous enferme dans le KGB, on se fait bouffer. En gros, on se fait bouffer. Pour renvoyer le Boogeyman d'où il vient, il faudra trouver un certain nombre d'objets. Ces objets, ils sont disséminés dans les différentes pièces. On va donc se déplacer, on a chacun notre personnage, on va se déplacer de lieu en lieu. Il va falloir aller fouiller dans ces lieux. Fouiller, ça fait du bruit. Quand ça fait du bruit, la babysitter, elle est pas contente, elle déboule. Donc elle, sur le plateau, elle est là physiquement, elle a un pion, elle va se déplacer, elle va se rapprocher de nous. Donc il faudra faire en sorte de la tenir éloignée, ou nous, en tout cas, de fuir quand on en a l'occasion, quitte à revenir sur les lieux une fois qu'elle est un petit peu plus loin. Pour trouver certains objets, on va trouver donc les fameux objets pour terminer j'allais dire l'enquête, pour terminer la partie, pour se débarrasser du Boogeyman, mais pas que, il va y avoir tout un tas d'autres objets. Les pièces, par défaut, on va pouvoir les éclairer, mais le Boogeyman va pouvoir éteindre la lumière pour nous faire perdre du temps lorsqu'on va fouiller. Il va y avoir également possibilité qu'on tombe sur le Boogeyman, ça va faire progresser ici le Boogeyman sur cette piste. Il va y avoir possibilité, comme je vous l'ai dit, qu'on tombe sur la babysitter, ça va la faire progresser sur cette piste. Si jamais les deux pistes se rencontrent, le Boogeyman prend possession de la babysitter et là c'est fini, game over. Ce qui peut se passer de pas cool aussi, et croyez-moi ça va arriver, c'est lorsque le Boogeyman vous tombe dessus, votre personnage va devenir évanoui. Quand il est évanoui, en fait le Boogeyman est dans sa tête, il lui procure de terribles cauchemars. Pendant que vous êtes sous l'effet des cauchemars, ça a un impact sur la vie réelle et donc vous allez mettre des malus aux autres joueurs. Il va falloir donc que les autres joueurs viennent vous libérer de l'emprise de Boogeyman, vous remettre sur pied et c'est bon, vous allez pouvoir continuer l'enquête. Donc, continuer l'enquête, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire que c'est une enquête, ce n'est pas une enquête, c'est pas un jeu d'enquête. On est plus sur un jeu d'action assez fun. Voilà, je pense que je vous ai dit dans les grandes lignes à quoi ça ressemblait. Il y a vraiment un côté jeu d'ambiance parce que ambiance parce que c'est un jeu fun, mais aussi parce que là il y a une ambiance, une vraie atmosphère très Halloween quand même, à part que c'est pas forcément un jeu d'Halloween. Il y a différents modes de jeu avancés, notamment une extension que j'ai oublié de prendre là pour vous montrer dans la vidéo, mais voilà, je vous le dis, on a également l'extension à la boutique, donc le jeu de base plus l'extension, et c'est complètement détail, mais je vous le dis quand même parce que je trouve ça cool. Toute la surface blanche comme ça de la boîte est fluorescente. Enfin, phosphorescente. Fluorescente, c'est les stabilos. Comme Tales of Evil, c'était pareil. Voilà, chaque fois qu'on ferme la boutique et qu'on met la boutique dans le noir, qu'on éteint la lumière,
brille et il va y avoir les dents comme ça du Boogeyman qui ressortent. Ça donne un effet assez cool. Donc voilà, Boogeyman, la suite de Tales of Evil. Tales of Evil. Ça me fait flipper, les trucs dans le noir, sous le lit. Ah. Nous avons également la nouvelle extension pour Unstable Unicorns. Je crois que c'est la dernière. Ah ouais? Je crois que c'est la dernière parce qu'il y a eu une grosse salve d'extensions. Ça fait quasiment une extension qu'on vous présente par semaine, ou presque. C'est donc la dernière. Ici, nous allons avoir des licornes qui partent à l'aventure. Nous allons avoir des licornes qui vont être donc des explorateurs, dans une montagne d'or, de tout ce que vous voulez. Donc de nouvelles cartes avec de nouveaux pouvoirs pour avoir toujours plus d'effets pour votre Unstable Unicorn. Derrière, il y a quand même une licorne avec une épée à la place de sa corne. Tu peux la montrer, elle est quand même géniale. Voilà, ça mange pas de pain. Hop. Ok, à moi. Ça, c'est le nouveau Cluebox. On en avait déjà 3 autres. C'est des boîtes en bois de super bonne qualité avec des mécanismes dedans. Donc ça tourne, ça s'enlève, ça se décroche. C'est un mélange de casse-tête, de manipulation et d'escape game avec des vraies énigmes. Parce que c'est pas pour rien qu'il y a des petits sigles. Vous allez les retrouver ailleurs. Vous dites, ok, alors ce sigle, il ressemble à celui là-bas. Peut-être que si je le tourne comme ça va débloquer un mécanisme. Un truc de malade. Et celui-là est sur le thème du conseil de Camelot. Voilà, c'est plutôt stylé. Vous voyez, il y a une magnifique porte. Et ici, il y a la table ronde avec un intrus. Saurez-vous trouver l'intrus à la table ronde? C'est Merlin. Merlin. Allez lui dire que c'est un intrus. Allez lui dire, on va voir ce qu'il va se passer. C'est pas un chevalier. Lui, il va dans la nature, il va dans la forêt, lui. Donc, Cluebox. Et en nouveauté aussi, dans la gamme des BD dont tu es le petit héros, c'est les petits alchimistes. Nouvelle BD où vous allez incarner Dina ou Lino qui vont aider leur maître magicien Cornelius à trouver le dernier ingrédient qui lui manque. Je crois qu'il a la tête un peu en l'air. Il a oublié un des ingrédients pour sa potion d'invisibilité. Donc du coup, vous allez l'aider en partant dans la forêt, vivre des aventures, mais tout ça quand même, faut pas oublier que c'est pour récupérer l'ingrédient. Voilà, toujours aussi mignonne cette gamme de BD dont vous êtes le petit héros. BD de choix, voilà, vous décidez si je veux aller sur ce chemin-là, je vais en page temps, etc. Voici, et un petit retour en stock. Oh, c'est pas un petit retour en stock, c'est le retour en stock de Acropolis. Acropolis sur lequel j'ai fait une petite vidéo, un petit passage dans nos vidéos coup de cœur. Donc allez voir ma vidéo coup de cœur, je vous en parlerai bien mieux que ce que je vais vous dire là. D'autant plus que ma vidéo coup de cœur c'est de loin la meilleure de toute la boutique. Non mais les autres sont vraiment, les vôtres sont vraiment géniales. C'est vrai que la mienne est largement au-dessus. T'es pas en costume. Je suis pas en costume, c'est vrai. La petite bataille. Acropolis c'est vraiment un super jeu de strat. C'est un jeu qui a des règles de base qui sont hyper accessibles. Vous allez pouvoir y jouer en famille sans souci. Il y a un mode de jeu avancé qui le rend pas non plus expert, mais qui va corser un petit peu la formule. Moi j'aime beaucoup, je l'aime beaucoup, puisque de toute façon il n'y a pas de surprise. Je l'ai mis dans mes vidéos de coup de cœur. Allez la voir, elle est géniale, c'est la meilleure. Hop là. Et il manque Pokémon. Ah oui. Attrapez-les tous. Nous avons ceci. Non, on n'a pas de coffret Dracofeu, désolé. Plus jamais de coffret Dracofeu d'ailleurs. Hop là. Une nouvelle ETB. Tempête argentée. Ça c'est Goopix. Oui. Ah lui je le connais. Voilà, ça on connaît. Ça je le connais. Ça c'est du basique. Ça c'est en des plus bons il est vieux, mignon. ça. Il est mignon en plus Goopix. Nous avons à côté de ça d'autres Pokémon. Pas anciens ceux-là, hein, des nouveaux. Je savais pas qu'ils existaient. Voilà. Hop là. C'est des quoi? C'est des mechas en fait. Je ne sais pas. C'est des Pokémon Je ne mechas. sais pas, mais c'est Dalgia et Palkia et ils sont là. En fait, c'est Pokémon Escaflowne. C'est vrai qu'il y a un petit peu. Pokémon Evangelion ou Gundam, je ça sais pourrait pas. être un méchant, des méchants d'Evangelion, enfin surtout celui-là en tout cas. Terrible Dialga. Bon voilà, à chaque fois comme Pokémon, enfin surtout les nouveaux Pokémon, on n'a rien à vous dire à part qu'on les connaît pas. Palkia et Dialga, mais c'est quand même comme des marques de voitures un peu. oui, t'as pas acheté la nouvelle Palkia? Ça marche Ah bah trop bien. motrice, hein. Bah ouais mon gars. Voilà, on sait jamais quoi vous dire sur les nouveaux Pokémon, ils sont beaux, ils sont là, et si vous êtes fan de Pokémon, de toute façon, vous les attendiez et vous savez très bien de quoi il s'agit. Voilà, mais Goopix il est mignon. Et je le connais, donc ça déjà c'est bien. On a fini ce derrière le comptoir et donc on se retrouve tout de suite pour du Fog of Love. Coucou, bienvenue
bienvenue dans ce focus sur Fog of Love, c'est-à-dire brouillard d'amour, voilà, qui est un jeu qu'on attend, toi aussi tu l'attendais depuis son annonce aux États-Unis il y a longtemps. Il y a 2-3 ans, je crois. Ouais, on l'attendait. Hein. Et il est enfin arrivé, pas du tout, il arrivera plus tard en 2023, mais on a une boîte et on va vous présenter notre expérience de jeu. On l'a testé à 2, parce que c'est un jeu pour 2 qui se joue en minimum 1 heure, voire plus. C'est un jeu scénarisé, vous allez incarner un couple. On s'en fiche quelle configuration, un couple. Voilà. Vous pouvez même, ils disent, un couple why not, enfin c'est un couple amoureux, mais voilà, vous n'êtes pas obligé de vous le jouer en couple, vous pouvez le jouer entre potes, entre collègues, n'importe quoi, c'est juste que dans les faits vous jouerez un couple et vous essaierez de le faire durer. Et vous essaierez aussi de vous, en tant que personnage fictif de ce couple, être heureux dans le couple, quoi, en tirer parti. Oui, alors, en fait en gros il y a des objectifs perso et des objectifs de couple, comme dans la vraie vie. Voilà, c'est vraiment comme ils le disent, une comédie romantique sur un plateau. Alors ils disent comédie, mais même eux après dans les règles ils le disent, comédie ou drame romantique. C'est vous qui allez voir en fonction des choix que vous allez faire, parce que c'est un jeu à choix. Où va terminer votre couple à la fin des scénarios. Soit vous restez ensemble, soit le couple est fini. Donc la boîte, elle ressemble à ça. Pas du tout, elle ressemble à ça. Voilà, je ne sais pas si sur la vidéo on voit qu'il y a le Fog of Love qui brille un peu dessus. Mais bon, ça aussi c'est très mignon. Voilà. Ils disent que c'est à partir de 16 ans. Et je suis tout à fait d'accord parce que le jeu lui-même n'est pas extrêmement compliqué, même si quand même il y a des choses. C'est surtout que c'est un thème plutôt adulte, quoi. C'est un thème amour, donc il faut de la maturité sentimentale et relationnelle pour prendre vraiment toute la portée du jeu et les décisions qu'on va faire ensemble. Ça reste un jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est encouragé de créer des personnages fictifs. Ne vous jouez pas vous-même, bon si vous voulez, ok, mais bon, le but c'est de créer des personnages fictifs et de les faire jouer, et des fois on va vous demander de raconter des scènes de couple. Évidemment, si vous ne voulez pas, on vous met pas un couteau sous la gorge, mais c'est quand même le principe du jeu. Donc, comment ça va se passer? Eh bien, ce focus va être un peu spécial parce qu'on va pas pouvoir entrer dans des gros détails de règles, parce que déjà, c'est un jeu scénarisé et ce serait du gros spoil de bout en bout, et aussi surtout parce que le scénario d'introduction, qui est le seul pour l'instant qu'on ait eu le temps de faire, eh bien c'est un scénario tutoriel qui se joue en 1 heure et qui vous explique toutes les règles, vraiment tout. Vous avez juste la mise en place à faire, et après vous jouez le tutoriel de A à Z et vous connaissez le jeu, c'est bon, vous pourrez faire les prochains scénarios. Ça c'est vraiment le gros plus de ce jeu, c'est que le tuto est extrêmement bien fait, il vous prend par la main tout au long du jeu. Tu peux filmer un peu, Alex, on voit que y a plein de cartes où ça vous dit voilà il va se passer ça, ça, ça. Continuez à jouer sur les principes qu'on vient de vous apprendre dans cette carte du tutoriel jusqu'à ce que vous croisiez la carte tutoriel numéro 2. Et quand vous la croisez, hop, vous la retournez, ça vous donne les nouvelles consignes avec une nouvelle mécanique qui vous dit ensuite, vous continuez comme ça jusqu'à la carte tutoriel temps, etc., etc. Et à la fin, c'est finito pépito, vous avez votre fin de couple. Alors dans le scénario de base, il n'y a pas de gagnant ou perdant, vous resterez quoi qu'il en soit en couple. Le but, c'est juste déjà de découvrir le jeu et de découvrir un peu le roleplay qu'on peut y mettre. Et de toute façon, ils le disent dans les règles, le but n'est pas vraiment de gagner ou perdre, le but c'est de se créer une histoire et de se la raconter, c'est ça le kiff. Donc, on va quand même avoir des objectifs chacun, donc des objectifs personnels, des cartes destin aussi qui vont se réaliser ou pas à la fin de la partie. On va créer les personnages nous-mêmes, mais aussi avec le partenaire. Donc au début de la partie, on va déjà chacun récupérer 5 cartes traits de la pioche traits, et on va en choisir 3. Les autres, on va les défausser. Les traits, c'est ce qui va déjà vous donner un peu le ton du roleplay que vous allez faire sur votre personnage. Si c'est quelqu'un de manipulateur, ou au contraire d'extraverti et bienveillant. Et aussi, ça va vous donner vos objectifs. Donc ici, vous avez objectif, c'est un équilibre commun. Donc commun, ça va être entre votre partenaire et vous. Et vous avez aussi des objectifs, évidemment, j'en ai pas dans la main, des objectifs personnels. Hop là, voilà, individuel. Donc ça sera vraiment à la fin. Vous devez avoir ce score-là sur les pistes. C'est ici que ça va se jouer.
Vous voyez les signes qu'on voit ici, et ben on va pouvoir les retrouver ici. Ce sont des traits de personnalité, donc on va avoir sincérité et en face sournois, etc. Là on a la bienveillance, la sensibilité, l'extraversion, la curiosité et la discipline. Et en fait vous allez essayer d'y positionner vos petits jetons de votre couleur pour essayer, et bien là par exemple, il faudrait qu'il y ait 3 jetons à vous ou plus sur le haut de la flèche de sincérité. En fait c'est ça, les aspects ont la vision vers le haut, donc l'aspect on va dire il y a les deux extrêmes quoi. Dans l'aspect, dans la sincérité il y a vraiment le côté sincère. Honnête, modeste et juste, alors que de l'autre côté vous avez sournois, prétentieux, égocentrique. Voilà, et en fonction des objectifs, on mise soit sur une bonne extrémité, soit entre guillemets une mauvaise. Voilà. Après, des événements et des choix que vous allez faire vont des fois vous faire mettre des jetons dans l'autre partie de la flèche que vous voulez. Oui. Comment atteindre cet objectif-là? C'est, en gros, vous allez soustraire votre nombre. C'est-à-dire que là, j'ai 3 de ce côté et 1 de ce côté. Donc, pour l'instant, je n'ai que 2. C'est ça. Donc, il faudra que je mette un 4e. Hop, pour avoir mon objectif de 3 ou plus. Donc là j'en ai 4 moins 1, donc ça me fait 3. Mais là t'es dans l'autre sens là par contre. Oui, dans l'autre sens, pardon. Voilà. C'est vrai que moi on m'avait dit dans la partie haute, donc voilà. Exactement. Voilà. Donc moi je suis plutôt sincère. Voilà. Donc ça va être ça en fait, c'est surtout finalement c'est un placement de jetons sur des jauges pour essayer de réaliser des objectifs. Quand c'est des objectifs communs, ça doit être un équilibre avec les jetons du compagnon. Oui. Donc normalement par exemple, imaginons alors un objectif commun ici, souvent ils sont bien plus durs à faire parce que on va avoir plusieurs pions, les nôtres et ceux de notre compagnon ou compagne. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5 jetons dans la flèche du haut de la curiosité. Non, la discipline, pardon, c'est moi, j'ai mal vu. C'est la discipline, c'est bon. C'est ça. Oui, discipline, voilà. Discipline, donc ça veut dire que, il faudra que nos pions combinés fassent 5 ou plus, tout en faisant gaffe, parce qu'il y a toujours les soustractions de nos pions communs de l'autre côté aussi. En fait, les objectifs, on va dire les traits individuels, tu ne prends compte que ta couleur. Ouais. Les traits communs, tu prends la couleur de tous les jetons. Sauf que tout ça, c'est traits, c'est personnel. C'est pour ça que ça se met sur le petit présentoir ici, et vous êtes le seul à pouvoir les voir, et vous n'avez pas le droit de communiquer dessus. Donc, les objectifs communs, va falloir essayer de les faire comprendre à l'autre, un peu influencer ses choix, voilà, c'est de l'expérience de jeu, vraiment, c'est pas de la mécanique. Donc, ces traits, 5, on en choisit 3, ça va déjà nous donner vraiment les objectifs qu'on a dans ce jeu. Ensuite, on va aussi avoir 3 professions, on va tirer 3 professions qui vont nous faire positionner déjà des petits jetons de base. Ça va nous donner déjà un début de personnalité, voilà. J'en choisis qu'une de carte profession, donc là j'ai responsable publicitaire qui me ferait un jeton sur le bas de sincérité, donc plutôt sournois, etc. Ou femme, homme politique qui me mettrait plutôt vers extraversion, ou alors médecin qui me mettrait vers insensible, calme, non sentimental. Voilà. Ce qui, du coup, va peut-être comboter avec mes traits. Je vais essayer quand même de m'arranger déjà avec ça. Là, par exemple, j'en ai un seul qui va avec mes traits si j'avais pris le trait manipulation. Vous voyez, j'ai déjà un petit jeton vers le bas. Ça semble logique quand on est responsable publicitaire. Est-ce qu'il ne faut pas user un petit peu de manipulation? Voilà. Et enfin, donc ça, c'est un peu la création de perso, chacun de notre côté. Mais là où c'est très très drôle, c'est que, on va piocher 5 caractéristiques et on va en attribuer 3 à notre compagnon, qu'on va lui mettre du coup devant ici. Donc en caractéristique, il faut se dire c'est qu'est-ce que vous avez remarqué en premier quand vous avez rencontré la personne. Ne racontez pas comment vous vous êtes rencontrés, ça va se faire au fur et à mesure de la partie. Mais quand vous posez la carte devant votre compagnon, essayez de raconter un petit truc. La première fois que je t'ai vu, ce qui m'a vraiment marqué et ce que je trouve trop mignon, c'est que tu étais quelqu'un de petite. Hop. Et l'autre va aussi mettre un truc. Oui, vraiment, j'ai vu que tu avais un regard de braise. Ça m'a allumé. Ou alors, j'adore les bad boys et j'ai vu tout de suite ton petit piercing au nez, j'ai grave adoré. Voilà. Tout simple, vous voyez, vous n'avez pas besoin non plus de rentrer dans ce super roleplay. Mais la petite phrase qui va bien avec. Et ça, c'est trop cool parce que ça vous impose aussi des petits jetons de personnalité. Donc souvent ça va pas particulièrement correspondre à vos traits qui sont secrets parce que l'autre le sait pas trop, mais vous allez un peu vous en accommoder et prendre ça aussi dans votre roleplay, c'est toujours cool. Bon après le regard de braise, piercing et tout ça c'est des trucs physiques,
Mais par exemple, si on vous a dit, ouais, j'ai vu que t'étais un bad boy, bon, bah si vous jouez un peu le bad boy, c'est cool, quoi. Donc voilà. Donc on aura notre personnage, ça y est. Sachant que de base, vous pouvez choisir le côté soit féminin, soit masculin en genre. Vous pouvez être forcément, enfin, si vous voulez, de genre masculin. Ce que vous voulez, c'est juste que dans la narration, ce sera plus simple d'identifier un genre. Et après, bah, vous êtes prêts à jouer. Comment ça va se passer? On a des cartes scènes en main, chacun. Alors, on a le petit synopsis de base. Ici, pour le scénario d'introduction, c'est... Hop, là. Ça, c'est le tutoriel. Oui, c'est ça. Vous vous rencontrez chez des amis et tombez immédiatement amoureux. Avant de vous quitter, vous convenez de vous revoir dès le lendemain, dimanche matin. Et maintenant, avec ce petit setting, on va choisir chacun notre tour, et résoudre chacun notre tour, une scène. Par exemple, moi j'ai Sois honnête, ça me va, ou Ton plus précieux souvenir, Petit déjeuner au lit, Ferme les yeux, Qui rêverais-tu d'inviter à dîner? Des fois, il y a des cartes qui, bon, roleplayment parlant, vont pas bien, genre Petit déjeuner au lit, on a dit qu'on se retrouvait au resto le lendemain. On va pas parler du petit déjeuner au lit. Mais bon, je pourrais dire Ton plus précieux souvenir, c'est pas mal pour apprendre à se connaître. Donc je vais poser cette scène par-dessus ici. Donc là, ça vous le dit bien, vous avez la durée d'un chapitre qui est sur la première carte du scénario. Là, il y a marqué durée 6 cartes, qu'on piochera dans le paquet rond, comme il le dit sur la carte là, qui est la première pioche de scène qui s'appelle En douceur. Donc c'est des choses plutôt triviales, douces, pour commencer en douceur. Voilà, donc ici, hop, voilà. Donc voilà, et je vais lire. Quel est ton plus précieux souvenir? Je peux lire la phrase toute court, ou bah, y mettre un peu de décorum. Ah ouais, au fait, là, on parlait, et au fait, quel est ton plus précieux souvenir? Donc la partenaire choisi, des fois, c'est des scènes qui vont demander que les deux partenaires choisissent simultanément, mais de manière cachée. Vous aurez plusieurs réponses, et en gros, bah, souvent, plus vous êtes d'accord sur la même réponse, plus vous serez heureux et montré sur votre jauge de bonheur qui est ici. Hop, Alexandra, pardon, assistante. Ma jauge de bonheur, hop, je peux monter, là, plus je suis heureuse, mieux c'est, bien évidemment. Des fois, on a des cartes qui veulent quand même que notre pote soit aussi heureux que nous, ou un peu moins, ou plus. Ça dépend de votre trait de personnalité. Si vous êtes dominant, si l'autre est moins heureux que vous êtes content. C'est cool aussi. Et donc, là, c'est votre partenaire qui choisit. A. Raconter quelque chose à propos de vos parents aimants. B. Raconter un grand moment vécu avec des amis. Ou raconter une chose que vous avez accomplie. Ou raconter quelque chose à propos de votre premier amour. En fonction de ce que l'autre joueur va voter avec ses petits pions ici même, eh bien, ça va faire monter différentes caractéristiques. Donc ici, s'il répondait, je ne sais pas, raconter une chose que vous avez accomplie, eh bien il mettra un jeton sur la flèche du haut de discipline, parce que peut-être ça lui va dans ses objectifs. Mais du coup là, quand ils le mettent entre crochets, c'est les moments où c'est cool si vous le racontez vraiment. Par exemple, raconter une chose que vous avez accomplie, je sais pas, j'ai eu une promotion à mon taf, maintenant je gagne 4000 € par mois, ouais bon c'est pas grand chose mais c'est pas mal, des choses comme ça. Ok, très bien. Et nous, on repioche pour avoir toujours assez de scènes en main. Et l'autre joueur va rajouter une scène par-dessus. Et on enchaîne l'histoire comme ça. Alors, bon, on va dire, ferme les yeux. Tu devines où je t'emmène. Le joueur choisit où il va. Et sa partenaire essaye de deviner l'endroit dont il s'agit. Voilà, quand je vous parlais d'une situation où les deux vont voter secrètement. Donc par exemple, bah moi j'aimerais plutôt aller avec une fête secrète avec des célébrités et du champagne, ou je sais pas trop, je crois que je me suis perdue, ou au parc pour écouter un conteur de rue raconter des histoires romantiques. Moi, qu'est-ce que je choisirais d'après toi? Conteur de rue. J'aurais choisi donc la C, et quand on retourne, si on a tous les deux C, et ben ça marque concordance, les deux gagnent plus de cœur, et en plus moi je gagnerai sur le haut de sensibilité. Voilà. Et vous continuez dans le scénar d'intro jusqu'à ce que vous rencontriez les nouvelles cartes de tutoriel, etc. etc. Et dans le jeu, vous continuez jusqu'à la résolution de fin qui est: est-ce que vous restez ensemble ou est-ce que vous vous séparez? Et tout ça, c'est grâce à vos cartes objectifs et de destin. Dans la partie, vous pouvez aussi rencontrer des cartes de
secrets que vous allez glisser sous votre plateau, qui sont des petits secrets que si vous les gardez jusqu'à la fin de la partie, ça vous fait des points en plus, ou ça fait gagner des points pour le couple. Il y a des fois des moyens de découvrir les secrets de l'autre. Si ça se passe, il se passe des choses. Vous gagnez aussi des points si à la fin de la partie, on n'a pas découvert vos secrets. Voilà. Par exemple, j'en avais eu un, c'était que je voulais ouvrir mon entreprise. Voilà, mais que j'avais pas voulu lui dire parce que bon, c'était mon projet, j'avais peur qu'il flippe, des choses comme ça. Donc voilà, le jeu c'est vraiment un ovni, parce que en mécanique, je saurais même pas dire, à part que c'est de la pose de jetons, mais finalement en mécanique, je vois même pas trop à quoi on pourrait le comparer. Non, c'est de l'équilibre en fait à créer. Comme tu disais, de toute façon, c'est très narratif en fait. Donc, la mécanique, elle permet juste d'avoir un point de vue sur les progressions communes et personnelles. Mais la narration, par contre, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Là, en fait, c'est vraiment le cœur du jeu en fait. Et l'avantage, c'est que de par leur chapitre, vu que votre scénario, il est à chaque fois divisé en différents chapitres, ça vous accompagne tout le long, ça vous offre aussi déjà une ouverture sur quel personnage vous pensez construire. Ce qui est cool, c'est qu'on impose aussi des critères là, à notre allié / adversaire, entre guillemets. Donc notre compagnon, voyons. Voilà, c'est ça, notre compagnon. Donc c'est très plaisant d'y jouer, parce qu'au final, même sur le tuto, on est bien drivé, sans être complètement drivé. On a quand même le choix de l'agrémenter de différentes situations scénaristiques. C'est facile à prendre en main en vrai. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lire en fait, mais pour tous les amateurs un peu de Sherlock Holmes qui n'ont pas trop peur de lire, ça marche aussi quoi. Enfin, je veux dire. Après ça va, les textes sont pas si longs que non, ça. Non, ils sont pas si longs. Mais en fait, ça fait bien, ça une vous carte demande, est assez courte. Ça vous demande de faire un petit peu preuve d'imagination. Ouais, c'est ça surtout. Mais ça, ils le répètent, ils le disent et ils le répètent dans les règles. C'est vraiment le but du jeu premier, c'est de créer une histoire ensemble. Voilà. Et de se raconter une histoire. Donc éclatez-vous sur les personnages fictifs, donnez-leur des noms chelous si vous voulez faire du romantique, faites du Macbeth si vous voulez faire du drame. Vraiment éclatez-vous sur l'histoire avec cette petite mécanique quand même de jeu, parce que ça reste un jeu de société. Donc il y a quand même une mécanique de points et d'objectifs à faire. En sachant que la rejouabilité elle est quand même très forte, parce qu'il y a énormément de traits, de caractéristiques et de professions. Ouais. Donc ça fait vraiment des départs complètement différents. C'est pas les mêmes scènes qui vont sortir à chaque fois. Pas les mêmes scènes, pas les mêmes cartes, pas la même structure de personnage, pas la même envie de jouer tel personnage. Donc même si vous retombez sur la même scène, si vous êtes devenu un personnage manipulateur alors qu'avant vous étiez quelqu'un de hyper sincère, si vous la jouez roleplay, ce qui est le but, sinon c'est du contre-jeu, de l'anti-jeu, vous répondrez pas la même chose que la partie précédente. Donc ce sera pas du tout c'est pas du tout la même chose d'une partie à une autre. Pour un jeu scénarisé, c'est quand même oufissime. Oui. Voilà, donc Fog of Love, on l'attendait depuis extrêmement longtemps, un jeu à deux très particulier, mais c'est bluffant. Mention spéciale vraiment pour ce tutoriel qui est extrêmement bien fait. Et moi je dis banco, toi aussi, feu de l'amour, c'est parti. À bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.